Sud Radio Sport, le MAG, François Trio. Bonsoir à tous, le MAG Sud Radio à 19h bien sûr pour revenir en détail sur l'actu rugby, le débrief sur cette 6e journée qui est déjà bien entamée, les invités, les réactions, on parlera également de Pro D2, gros plan à 20h sur la Coupe du Monde féminine qui a débuté en Nouvelle-Zélande, de l'autre bout du monde. Laura Di Mugio sera avec nous et nouveau rendez-vous également à 19h45, une vie de rugby, le nouveau rendez-vous de Philippe Spanghero pour découvrir certains personnages clés du rugby et de son économie. Ce soir, l'invité, c'est Franck Ménel, 21h. Le leader toulousain face à Clermont, c'est le grand direct de la soirée. Bref, un beau programme pour vous, les auditeurs de Sud Radio. Sud Radio avec vous bien sûr au 0826 300 300 sur le hashtag SRR. Toute l'équipe est bien présente. Il y a Alexandre Priam, il y a Quentin Cabanis, il y a Philippe Spanghero. Bonsoir Philippe. Salut messieurs. Et il y a Olivier Magne. Bonsoir Olivier, l'homme aux 90 sélections, qui désormais s'occupe de la jeunesse lyonnaise, mais qui n'en oublie pas moins les auditeurs de Sud Radio. Est-ce que ça se passe bien avec les espoirs de Lyon, Olivier ? Bien. On a match demain, donc on a eu un week-end sans match et on rattaque la compétition demain. Voilà. Ouais. Est-ce que la semaine s'est bien passée à Lyon ? Parce que ça fera partie aussi des affiches qu'on suivra. Parce qu'on imagine que quand on s'occupe des espoirs, on n'est pas très loin de l'équipe professionnelle. Oui, bien sûr. Et puis il y a des échanges réguliers avec le secteur pro. Donc oui, la semaine s'est très bien passée. Pas d'inquiétude particulière. Tout le monde est prêt, que ce soit avec les espoirs, les jeunes, l'école de rugby et surtout la grande équipe pro qui jouera demain soir et dont on attend évidemment une victoire demain soir à Gerland. Ouais, et une réaction, parce qu'ils avaient pris quand même 40 points à Clermont. On passe une bonne semaine quand on prend 40 points à Clermont, à Lyon. Non, c'est pas possible. Ouais, non. Après, c'est évidemment le début du championnat. Il y a comme beaucoup de clubs, il y a pas mal de blessés, de joueurs importants aussi qui vont rentrer dès demain pour le match et qui permettront de faire énormément de bien à l'équipe du Loup. Donc, je suis plutôt optimiste, d'autant plus que Xavier travaille plutôt bien de son côté. Et donc, on est plutôt optimiste. Voilà, optimiste bien sûr, on parle vrai sur Sud Radio, on est ensemble bien sûr aussi pour débriefer ces résultats avec notamment peut-être la première information et peut-être que Philippe tu peux démarrer peut-être sur ça, c'est la victoire quand même de Bayonne aux dépens du Stade Rochelais, 29-13 aujourd'hui, c'est le fait marquant de cette 6e journée. Est-ce tu aurais toi imaginé Bayonne pouvoir disposer comme ça de La Rochelle ? Alors disposer comme ça, non, je l'aurais pas imaginé. En effet, c'était le gros match. On sait que Bayonne a bien démarré à domicile. C'est toujours délicat pour un promu. Ils ont déjà épinglé à leur tableau de chasse l'UBB, le Racing, des gros qui prétendent au top 6, mais qui, sur la manière, laissaient à désirer. Donc ça remettait peut-être en perspective la performance bayonnaise. Et le gros test, il était aujourd'hui, notamment par rapport à la densité du paquet d'avant Rochelais. Et ils ont tenu bon, les Bayonnais, ils ont été extrêmement pragmatiques et réalistes dans leur temps fort, avec notamment une très grosse entame de deuxième période. Plusieurs fois, on a senti qu'ils pliaient sans rompre. Ils ont souffert malgré tout de la puissance rochelaise, mais La Rochelle de son côté a été beaucoup trop indisciplinée, beaucoup trop brouillonne, notamment en touche, et lui pour le coup beaucoup trop irréaliste sur ses temps forts et près des lignes. Donc voilà, c'est un succès d'envergure pour Bayonne qui leur fait énormément de bien et sur le plan comptable et dans la tête, parce qu'accrocher le champion d'Europe de cette façon, c'était quand même une performance. Oui, Olivier Magne, quand même, l'aviron bayonnais à ce niveau. Bon, on savait que sur l'état d'esprit, c'est une équipe en plus qui est quand même soudée depuis l'an dernier. Même les nouveaux joueurs, il y a en plus la patte Camille Lopez qui est là. Mais quand même, aujourd'hui, c'était un sacré test de robustesse. Il y avait déjà eu ça contre l'UBB, contre le Racing, mais là, c'était autre chose. Là, c'était le champion d'Europe. Ouais, non, c'est effectivement une performance remarquable de la part de Grégory Pata et de son équipe. L'aviron qui, évidemment, a fait une très bonne pré-saison. Je crois a fait beaucoup d'efforts pour bien préparer ce début de saison, sachant que, évidemment, à chaque fois qu'une équipe remonte de la division inférieure, elle a beaucoup d'efforts à faire pour se concentrer sur le début du championnat qui est déterminant pour la suite.
Et c'est vrai que ce calendrier n'était pas forcément évident, mais force est de constater que l'apport aussi de joueurs, de nouveaux joueurs, hein, comme Camille Lopez, voilà, des bonnes recrues. La première de Maxime Machenaud aujourd'hui, hein, aussi. Ouais, de Machenaud, donc des recrues qui font du bien aussi sur le plan stratégique et qui permettent finalement à cette équipe de Bayonne de rivaliser avec des équipes comme La Rochelle qui manque quand même cruellement de réalisme. Cette équipe rochelaise, elle mise quand même énormément sur l'affrontement, et face à l'équipe comme l'Aviron Bayonnais, qui est soutenu par aussi son public, lui permet de faire face à cet engagement féroce, hein, des équipes qui comptent aussi dominer sur le plan physique, Ouais. Ce qui n'est pas le cas en début de saison face à des équipes qui ont bien préparé voilà ces rencontres-là. Donc voilà, c'est une équipe bayonnaise qui est à son avantage. Maintenant, voilà, le championnat est long, c'est bien d'avoir pris ces points-là, mais en tout cas, voilà, c'est un début qui enchante, début de saison qui enchante le Pays Basque et qui fait plaisir, j'imagine, à beaucoup de supporters. Et je tirerais bien mon coup de chapeau à cette deuxième ligne 100% Pro D2, Manuel Lindecar et Thomas Seit. Depuis le début de la saison, les deux sont monstrueux. Et encore une fois, aujourd'hui, ils ont résisté en face à Sazi Skelton. Donc c'est quand même pas rien. L'un vient d'Oyonnax, l'autre de Nevers. Oui, Bayonne ce soir qui est 7e, hein, Alexandre, avec 13 points, c'est-à-dire qui est au-dessus du Racing, au-dessus de Castres, au-dessus de Brive, et donc qui est vraiment... Mais c'est surtout le chiffre 13 qui est important, je pense. Oui, c'est toujours. 13 points. Ouais, Parce oui. que le maintien, Ouais. on va le viser à combien cette année ? Probablement, 45. c'est quoi ? C'est entre 40 et 45 généralement. Chaque année, on dit ça. Il y a combien chaque année, on dit 45, 46. Et Mais voilà, là, déjà 13 points. Non, mais déjà 13 points. Voilà, c'est quand même très très précieux pour l'Aviron Bayonnais. Hein. ouais, ils ont quasiment le tiers de leur mission, un peu plus. Voilà. Ils ont déjà 7 de plus que la section paloise. Ouais. Non, c'est bien. Ouais, voilà, c'est effectivement la bonne l'information en tout cas à retenir pour l'instant de cette 6e journée. L'autre information, c'est peut-être je sais pas le réveil toulonnais. Comment vous l'appelleriez vous, Alexandre, qui avait suivi ce match pour Sud Radio dans le multiplex, la victoire sans concession de Toulon, pardon, aux dépens de Brive. Démonstration. Une démonstration, véritable démonstration pour moi. 47-0. 47-0, des essais magnifiques. Un appétit toulonnais, visiblement, que vous avez vécu de près. Hein. Tout à fait, François. Tout à fait. Avec, on a vu un incroyable Chessin Colby dès la 2e minute de jeu. L'image quand même, elle est intéressante. 2e minute de jeu, il fait son retour, il marque. C'est quand même très impressionnant. YCA a été YCA, hein, c'est-à-dire au centre du terrain. Aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup, je pense, qui peuvent s'asseoir à sa table en top 14 sur son poste de 3/4 centre. Gaël Dréan a été décisif à plusieurs reprises. Facundo Issa, Charles Olivon. Enfin, ça a été une après-midi parfaite. Hein. Pour le RCT, une après-midi parfaite et le meilleur match de la saison, sans aucun doute, pour cette équipe du RCT face à des brivistes quand même remaniés et décevants. Oui, Philippe Sanguero, absence, trou d'air total de Brive ou réveil enfin du potentiel toulonnais? D'abord, le très gros réveil du potentiel toulonnais. Dès l'entame, une très grosse entame, on a vu quand même que cette équipe sur le papier, elle avait de la gueule et collectivement, on sent que tout ça se met en place. Mais on avait fait tourner du côté briviste. On sait que Brive bataille pour le maintien, n'a pas une très grande profondeur de banc, donc il y avait un peu de turnover aussi côté briviste. Donc, elle est forcément à remettre un peu en perspective cette performance, même si c'est toujours difficile d'aborder ce genre de match quand on est sur le papier favori. Et elle est quand même sans accroc, cette victoire du côté toulonnais. On sent vraiment le potentiel individuel et collectif de cette équipe. Donc voilà, c'est un match référence. Avec ce bonus, ça les place à la 2e place du classement ce soir. On sait qu'on a laissé Toulon là, ces dernières saisons plutôt dans le ventre mou, voire en bas de tableau. C'était des saisons de transition. Là aujourd'hui, ce binôme entre Franck Azema et Pierre Mignoni a l'air de vraiment bien fonctionner. Sur le terrain, ça se ressent. On sent que les joueurs adhèrent au projet de jeu. Donc, je pense que Toulon va être une équipe qui va monter en puissance et va être dure à prendre au fil des matchs.
Dur à prendre, effectivement. Olivier Magne, même question, et en quelques mots, voilà, c'est l'absence Brivis qui a provoqué ce réveil toulonnais, ou au contraire, c'est enfin des Toulonnais qui s'expriment à leur vraie valeur? Ouais, je pense que c'est des Toulonnais qui, un peu des deux, les Toulonnais qui s'expriment principalement à leur vraie valeur. On l'a vu la semaine dernière face à Pau, une équipe toulonnaise qui a roulé sur les Palois, Dixit eux-mêmes les Palois. Et puis voilà, c'était tout un potentiel, une méthode aussi qui est appliquée par Pierre Mignoni et Franck Azema. Franck Azema, les deux arrivent maintenant je pense, à bien fonctionner, à bien transmettre leur message et leur méthode aux joueurs qui ont bien pris la mesure de ce qu'ils voulaient faire sur le terrain, et donc ça se retranscrit par des performances qui sont quand même du niveau auquel on attend finalement ces Toulonnais dans ce championnat. On attend vraiment qu'ils rivalisent avec les cadors du championnat, que sont Toulouse, La Rochelle, et ça va être le cas. Donc avec des performances comme celle-ci, c'est vraiment une équipe toulonnaise qui, je pense, a véritablement lancé sa saison. Et pour les brivistes, en tout cas, c'est une absence, je dirais, une équipe briviste qui va devoir quand même tout au long de la saison jouer avec son effectif qui est peut-être pas aussi conséquent, aussi qualitatif que ceux des équipes qu'elle va rencontrer, et qui va devoir à chaque fois peut-être laisser passer des matchs à l'extérieur. Et alors, qui sait, peut-être qu'aujourd'hui les brivistes n'avaient pas forcément mis une croix sur ce match-là. Donc je pense voilà, ça va être un championnat. Donc ça va être un championnat un peu avec des équipes qui vont devoir jouer aussi avec ça, et d'autres qui si elles ont leur effectif au complet, malheureusement vont infliger des corrections à des équipes qui sont dans d'autres dispositions. Oui, juste quand même, parce que Alexandre t'a parlé du jeune Gaël Dréan. Je l'avoue, moi je savais pas qui c'était. Il vient de Rennes, il vient de Fédéralune. Non, mais c'est quand même une histoire assez incroyable, parce que ça nous paraît normal. Il vient de National 2. Oui. Enfin, c'est dire. Mais surtout, il a quoi? Il est tout jeune, et c'est un véritable pari, et il a quand même traversé le terrain là aujourd'hui 2 fois, je crois. Une fois pour Payawa, magnifique, il traverse vraiment le terrain, il part le long de la ligne de touche, il recentre jusque devant les poteaux pour donner à Duncan Payawa, et puis en fin de match, là de nouveau il retraverse le terrain pour donner à Sergio Parisse en tombant. En fait, il fait les gestes justes tout le temps. Gaël Dréan, en plus d'aller très très vite, il y a toujours la marge de progression en défense. Au RCT, tout le monde est au courant de ça. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ils savent qu'ils doivent progresser sur ce point-là, mais offensivement, ça fait partie c'est probablement un ovni, comme l'a été Gabin Villière. Alors on va pas comparer les deux hommes parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes qualités. C'est un joueur plutôt profil Colby, on va dire Gaël Dréan, peut-être un peu moins costaud, mais très 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 rapide, porté sur la vitesse, sur les appuis, et il était hors des radars du rugby professionnel jusqu'à que Toulon mette la main dessus. Ouais, il a commencé à Lorient, il était à Rennes encore l'an dernier, il est passé par Plouzané, le rugby breton qui arrive par l'intermédiaire de ces jeunes joueurs aussi au plus haut niveau dans l'élite, en top 14. On va continuer ce débrief de la 6e journée de ce multi dans un instant sur Sud Radio, bien sûr, avec le MAG, avec Olivier Magne, Philippe Spanghero, toute l'équipe. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Il ne faut jamais oublier que notre Seat Ibiza disponible de suite sans apport et sans engagement à partir de 179 € par mois s'arrête là où commence celle des autres. Découvrez l'offre lors des ventes privées Seat du 15 au 16 octobre chez nos concessionnaires. Seat Ibiza Copa MPI 80 chevaux, remise de 4 000 € déduite, LLD 37 mois et 30 000 km sous condition d'acceptation par Volkswagen Bank. Tout mois commencé et dû. Offre à particulier sans engagement, commande jusqu'au 31 octobre, livraison avant fin 2022 selon stock. Conditions sur seat.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. C'est le moment là. Le jeudi 20 octobre, c'est la fête des entreprises. En plus, c'est sympa de retrouver sa boîte. Alors faites la fête et dites-le. J'aime ma boîte. Plus d'idées et de cadeaux sur j'aime-ma-boîte.com. J'aime ma boîte, en partenariat avec Sud Radio. Parlons vrai. Leclerc. Le goût du frais, ça se défend tous les jours. Alors tu vois, hier j'achète du raisin et je le pose sur la table. Oh, j'adore le raisin. En plus du Chasselas AOP Origine France à 2,90 € le kilo. Je te jure, le top du top. 2,90 €, mais c'est dingue. Et ce matin, je retrouve quoi? 4 grains qui se battent en duel. Et donc te revoilà. Exact. Merci les enfants. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 7 au 9 octobre, AOP, appellation d'origine protégée, catégorie 1, modalité magasin participant sur www.e.leclerc. Écoutez Sud Radio Valenciennes en DAB+. Sud Radio. Mano Mano.
En ce moment, pour faire des économies d'énergie, le bon réflexe, c'est de changer de chauffage. Ou bien de mettre un pull. Sur manomano.fr, retrouvez plus de 4000 produits pour baisser vos factures d'énergie. Comme les pompes à chaleur, les poêles à bois ou à granulés. Et aussi plein de conseils et services pour se lancer dans la rénovation énergétique. Par contre, pour le pull, c'est pas chez nous. Mano. C'est tout de suite plus facile avec manomano.fr et son appli. Bricolage, maison, jardin, manomano.fr, vous pouvez le faire. Si Camille ne prend pas sa voiture pour aller à la boulangerie, ce n'est pas parce qu'avec son assurance auto Petit Rouleur Alliance, moins elle roule, moins elle paye. Non, c'est parce qu'elle n'a jamais su résister à un éclair au chocolat. Alors pour se donner bonne conscience, Camille va à la boulangerie à vélo. Avec les forfaits kilométriques Alliance, vous pouvez économiser jusqu'à 25% sur votre assurance auto. Et jusqu'au 31 octobre, jusqu'à 2 mois de cotisation offert sur l'assurance auto Alliance. 1 mois offert la première année et 1 mois la seconde sous réserve de la reconduction de votre nouveau contrat. Conditions sur alliance.fr. À tout instant, écoutez Sud Radio, en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store. Regarde là-bas. Oh, quel look. Et rien ne l'arrête. Il est tellement robuste. Un vrai aventurier, ce nouveau Duster. Nouveau Duster. Design réinventé et toujours l'essentiel au meilleur prix. Pendant les jours essentiels du 13 au 17 octobre, nouveau Dacia Duster est à partir de 6 € par jour, soit 180 € par mois, avec 4 ans d'entretien inclus. Offre réservée aux particuliers, valable pour Duster hors option en LLD 49 mois ou 50 000 km aussi accordiaque. Conditions sur dacia.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Sud Radio Sport, le MAG, François Trio. 19h20, le MAG pour passer en revue l'actualité rugby, l'actualité sportive. Dans 20 minutes, le nouveau rendez-vous, une vie de rugby. Philippe Spanghero va recevoir son premier invité, Franck Ménel, pour parler aussi de rugby, mais pas que. On y reviendra dans quelques instants. Avant cela, Olivier Magne qui est avec nous, bien sûr, on a envie quand même, et Philippe bien sûr, de revenir sur ce carton du Stade Français, 52-3. Voilà, on a envie de dire, mais voilà, peut-être qu'il faut un petit peu de drama dans la semaine avec des infos comme ça qui sortent dans la presse pour réveiller les joueurs. 8 essais quand même inscrits par les Parisiens, Olivier. Quand je parle de drama, je parle à l'épisode arrivée potentielle de Labite qui fuite dans la presse, et puis ensuite derrière Quesada qui tweet, puis le docteur Wild, propriétaire, qui fait des articles dans les journaux. Bref, voilà, ça peut-être ça réveille tout le monde. Ouais, alors pour certains ça perturbe, pour d'autres ça les réveille, ça les a évidemment fortement stimulés, hein, les Parisiens. Et c'est vrai que le score fleuve auquel on a assisté cet après-midi montre bien que cette équipe là encore a évidemment n'a pas exprimé encore jusqu'à aujourd'hui tout son potentiel, et on voit que sur un match elle est capable de faire de très très bonnes choses. Donc voilà, c'est une équipe du Stade Français avec laquelle il faudra compter. Hein. L'objectif du Dr Wild, il est clair, hein, c'est d'être dans les 6, de jouer les phases finales. Donc cette équipe du Stade Français, elle a tout intérêt à se réveiller. Elle a très bien fait aujourd'hui. Il n'est pas trop tard pour elle d'engager quand même une série qui lui permettrait d'être sur le haut du tableau de ce top 14. En tout cas, si ça doit fonctionner comme ça, on attend encore une prochaine semaine avec des informations qui vont circuler sur le Stade Français. Peut-être que ça continuera. Est-ce que ça veut dire que les joueurs finalement ils font passer quel message selon vous, Philippe Spanghero, en mettant 50 points comme ça à leur adversaire, en marquant 8 essais, en récitant leur rugby finalement? Ils font passer le message qu'ils sont au rendez-vous pour moi, puisque c'est vrai qu'au-delà, je pense peut-être de l'affection qu'il peut y avoir pour Gonzalo Quesada, je suis pas persuadé que ça les touche au point que ce soit ça le levier principal, mais ils sentent qu'ils sont pas à leur place, et puis je pense que c'est des compétiteurs. C'est vrai que cette équipe du Stade Français, elle est dans le ventre mou depuis trop longtemps, et il y a un décalage très important avec les ambitions affichées, les moyens qui ont été mis. Il y a eu pour moi des erreurs de recrutement. C'est une équipe qui a eu du mal à trouver une âme et des leaders ces dernières saisons, et donc c'est toujours une équipe qu'on a du mal à jauger collectivement. Et donc aujourd'hui c'est une victoire importante, parce que c'est vrai que c'est une équipe de Perpignan qui venait, peut-être avec des ambitions, mais en tout cas on ne l'a pas vu sur le terrain, qui a été dominée de bout en bout de la partie. Mais même contre des équipes réputées faibles ou de bas de tableau, le Stade Français ces dernières saisons a toujours été en difficulté, a jamais fait de grands matchs. Donc là c'est la preuve qu'ils sont au rendez-vous. Plus large victoire depuis 2016 en top 14.
Ouais, bien sûr. Non, mais c'est un match important pour eux aujourd'hui. Et donc, ça les remet dans le top 6. Alors, avec une parenthèse quand même, c'est qu'il y a quand même très peu d'écart aujourd'hui au classement entre le 6e et le dernier. Il y a eu peu de matchs, mais malgré tout, on sent que c'est serré. Il y a finalement très peu d'équipes qui se détachent en haut. Donc, la pression, elle va être là encore un petit moment pour le Stade français. Mais elle fait beaucoup de bien, cette victoire. C'est beaucoup plus facile de travailler après une victoire comme ça et avoir pris des points importants. Oui, peut-être pas facile de travailler pour le staff en voyant les noms des autres qui arrivent. Vous qui êtes dans un staff, Olivier Magne, on arrive à faire abstraction quand on est entraîneur professionnel ? Ouais, j'imagine que ça perturbe toujours un peu. Alors, dépend évidemment de la personnalité de chacun, mais évidemment, on peut penser que ça touche les personnes qui sont en place de voir les noms circuler aussitôt dans la saison. Maintenant, bon, voilà, je pense que tout le monde a compris et voit bien évidemment que le rugby professionnel génère ce genre de choses et que quand on est entraîneur, finalement, il faut plus s'étonner de rien et avoir en permanence peut-être la petite valise toujours faite à côté de soi pour être sûr qu'on puisse partir à tout moment. Donc voilà, ça fait partie du jeu. C'est comme ça, je pense que c'est bien intégré. C'était pas encore le cas pour les entraîneurs il y a quelques années encore. Maintenant, le foot est rompu à cette idée. Le rugby aussi va dans cette direction. Ça fait partie du jeu, voilà. Mais si ça permet à la fois aussi de réveiller peut-être les uns et les autres au sein de l'encadrement et permettre aux joueurs aussi de témoigner de leur affection pour leur entraîneur, ça permet d'obtenir des résultats comme celui-là. Mais bon voilà, après je pense aussi une équipe de Perpignan qui avait tout comme l'ont fait de bon nombre d'équipes et Brive à Toulon. C'est une équipe de Perpignan qui n'avait pas ciblé ce match-là. Donc quand on connaît son calendrier, on voit bien que Perpignan a d'autres chats à fouetter que d'aller peut-être tenter un résultat au Stade français. Oui, le Stade français qui se déplacera à Pau le week-end prochain. Ça peut être intéressant. Effectivement, on a vu déjà les Parisiens retirer et revenir de Bordeaux avec un point de bonus très intéressant la semaine dernière. Une bonne attitude, un bon état d'esprit. Ce voyage à Pau permettra de bien mesurer leur progrès dès la semaine prochaine. Il y a quand même une phrase... Pardon François, je voulais juste finir sur le sujet du staff parisien parce que c'est vrai que l'annonce pose question, interpelle parce qu'en plus c'est le staff de l'équipe de France qui prépare la Coupe du Monde, mais c'est vrai qu'il faut quand même saluer la longévité de Gonzalo au Stade français, malgré la pression sportive et le fait que l'équipe n'ait pas toujours été au rendez-vous. Il a quand même été conforté par la direction du club sur de nombreuses saisons et par rapport à ce que disait Olivier et à l'évolution de ce rugby pro et au turnover dans les staffs, il aura quand même eu un bail très très long au Stade français, donc c'est peut-être aussi une fin de cycle, c'est bien de l'anticiper. On peut reparler de la forme, mais voilà, je suis pas choqué qu'il y ait une transition qui s'amorce à ce moment-là. Oui, eh bien, nous devons faire une petite transition. Voilà, c'est ce que m'a recommandé Quentin Cabanis et je l'écoute vraiment avec toujours beaucoup d'attention. On va se retrouver dans un instant pour la suite du MAG, bien sûr, pour continuer à dérouler l'actu rugby, mais pas que. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Voulez-vous une offre bio qui vaut vraiment le goût ? Eh oui, en ce moment chez La Vie Claire, dès 35 € d'achat, on vous offre 6 pommes bio à déguster. De quoi croquer de délicieux fruits qui ne vous goûteront rien du tout. Alors, ça vaut le goût ou pas ? La Vie Claire, la bio clairement engagée. Voir conditions sur laviclaire.com. Pour votre santé, évitez de grignoter. Canapé, fauteuil, décoration, c'est le grand déstockage chez Château d'Ax. Profitez de promotions imbattables jusqu'à moins 60%. C'est le moment de vous offrir le canapé italien de vos rêves à un prix exceptionnel. N'attendez plus, le grand déstockage Château d'Ax, c'est une fois dans l'année. Et c'est maintenant. Château d'Ax, fabricant de salons depuis 1948, dans la limite des stocks disponibles. EDF. Vous voyez ce radiateur là ? Ah, bah non, évidemment. Eh bien, sachez que le radiateur devant moi fonctionne et pourtant, je fais 7% d'économie sur le chauffage. Mais quel est ce prodige, me direz-vous ? Eh bien, j'ai juste baissé la température d'1 degré. Ça fait partie des gestes utiles EDF pour faire des économies et préserver le réseau électrique. Je baisse, j'éteins, je décale. Découvrez les gestes utiles pour vous et pour tous sur edf.fr/gestes utiles. Source ADEME, l'énergie est notre avenir, économisons-la. Sud Radio Mont-de-Marsan. 94.1. Sud Radio. Renault.
2013, Renault lance son premier SUV urbain, Renault Captur. Le succès est immédiat. 2020, toujours en phase avec son époque, Renault lance Captur en version hybride. Et en 2022, n'attendez plus votre nouvelle voiture, Renault lance Renault Captur E-Tech Full Hybrid Fast Track, encore plus équipé et disponible sous 30 jours. Découvrez le renouveau Renault pendant les journées portes ouvertes du 13 au 17 octobre et profitez de Renault Captur E-Tech Full Hybrid Techno Fast Track. Voir conditions sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Ne jouez pas avec votre sécurité. Disque ou plaquette, Oscaro vous propose les meilleures marques de freinage à prix bas. Oscaro.com, la référence pour votre auto. À tous ceux qui savent qu'il est beaucoup plus facile d'ouvrir une banane par le bas que par le haut. Et à tous les autres qui n'arrivent pas à croire qu'ils se sont trompés de sens toute leur vie. Dommage. En ce moment, Intermarché propose le kilo de banane Cavendish à 99 centimes. Et c'est seulement jusqu'à dimanche. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Variété Cavendish, catégorie 1, origine Amérique centrale ou Afrique ou Antilles françaises selon approvisionnement. Modalité magasin et drive participants sur intermarché.com. Mathilde Rousseau a profité d'une super offre sur un aspirateur sans fil lors des ventes flash exclusives Amazon Prime. Mathilde, dites-nous ce que vous avez eu. Dites-nous ce que vous avez reçu. Et maintenant, tout le monde la trouve exceptionnelle. Mathilde, on veut savoir ce que vous avez acheté. On veut savoir ce que vous avez acheté. Dites-leur ce qu'il y a dans le paquet, Mathilde. Les ventes flash exclusives Prime, c'est du 11 au 12 octobre, exclusivement pour les membres Amazon Prime. Voir prix et conditions sur amazon.fr/prime. L'info s'écoute, se vit et se lit sur sudradio.fr ou votre application Sud Radio. Sud Radio Sport, le MAG, François Trio. 19h30 sur l'antenne de Sud Radio et merci si vous nous rejoignez. On parle sport, on parle rugby, mais pas que. Dans un quart d'heure, le nouveau rendez-vous, une vie de rugby. Franck Ménel sera le premier invité de Philippe Smanguero pour parler de rugby, mais pas que. Vous allez suivre ça pendant un petit quart d'heure et on va se régaler. C'est le tour de table de l'actualité avec Philippe Smanguero, avec Olivier Magne, avec Alexandre Priam et Quentin Cabanis. Olivier Magne, on va vous donner la parole parce que vous avez un coup de cœur cette semaine et c'est du basket bien sûr, mais vous n'êtes pas tout seul. Il faut partager votre coup de cœur avec Alexandre et Quentin. Allez-y Olivier. Ouais, je vais partager mon coup de cœur pour la jeunesse, la belle jeunesse sportive française illustrée par les excellentes performances qui commencent maintenant à dater, parce que pour ceux qui suivent le basket, ils seront pas surpris de l'envol et bientôt peut-être de la sélection peut-être pour la draft américaine du jeune Victor Wembanyama, le basketteur qui joue à Levallois. 18 ans, 2m19. Moi j'ai vu 2m21. Ouais, et puis il fait facilement 10 cm de plus que Rudy Gobert, donc bon. Voilà. Donc, qui a vraiment épaté, je dirais, tout son monde et les plus grandes stars de la NBA là, lors d'un tournoi à Las Vegas qui réunit des jeunes lors d'un tournoi. Donc, voilà, c'est un joueur qui fait 2m20, évidemment, qui défend très très bien, qui a vraiment un potentiel exceptionnel, qui sait aussi shooter dans toutes les positions, à 3 points, à shooter dans la raquette, voilà, qui sait quasiment tout faire, voilà, qui est un jeune Français qui promet énormément et qui sera certainement drafté par les Américains pour aller jouer en NBA. Donc, on est quand même pas peu fiers d'avoir un joueur de ce talent-là, voilà, en France et voilà, bon, reconnaissance pour tous les, je dirais, toutes les clubs amateurs qui ont pu entraîner ce garçon et lui permettre de s'exprimer au plus haut niveau et d'être là où il est actuellement, même si la route est encore longue. Oui, sans tout dévoiler de votre vie, Olivier, vous êtes le papa d'un garçon basketteur, oui, et qui a aussi fait un petit tour aux États-Unis, plus jeune, voilà, mais et donc vous connaissez aussi ce système. Est-ce qu'on n'en fait pas trop là autour de Victor Wembanyama? Non. Non, je crois pas. Ouais, je vais rejoindre Alexandre qui dit non derrière. Ouais, c'est effectivement un joueur. Après, quand vous avez quand même des stars de la NBA qui s'expriment à son sujet, voilà, ne tarissant pas d'éloges sur le phénomène Wembanyama, c'est Stephen Curry, c'est Kevin Durant, c'est LeBron James, je crois. Ouais, LeBron James, ouais. Voilà, qui a dit que c'était un alien. Je crois qu'il se trompe pas. Ouais, un ovni. Ouais, je crois qu'il se trompe pas trop quand même. Donc
voilà, on n'en fait pas trop. En plus, ça a l'air d'être un garçon qui a la tête sur les épaules. Moi, j'ai pu le croiser l'an dernier quand il était à Villeurbanne avec son entraîneur Fred Fautoux. Et voilà, c'est un garçon qui a l'air d'avoir la tête sur les épaules, qui est bien dans ses baskets et qui a vraiment une idée fixe de faire du sport de haut niveau. Donc, on peut penser que c'est un joueur qui, en tout cas, réussira à l'avenir. Mais en tout cas, c'est chouette d'avoir quand même un représentant comme ça du sport français et du basket, en tout cas, qui représente très très bien le pays. Oui, c'est une perle. Alors Alexandre, je sens que vous piaffez d'impatience, mais attention, il faut pas non plus faire trop long. Allez-y, voilà, je vous laisse enchaîner. Pour préciser, le Boulogne-le-Valois, donc les Métropolitanes étaient du côté de Las Vegas pour affronter une équipe de G-League qui donc c'est la 2e division, c'est la ligue de développement américaine où il y a tous les jeunes qui accompagnés de quelques vétérans, mais il y a beaucoup de jeunes qui vont participer à la prochaine draft. Face à lui, il avait Scoot Anderson qui est déjà considéré comme un talent presque générationnel et Wembanyama a surclassé notamment sur le premier match complètement son adversaire américain qui est pas sur le même poste que lui, donc c'est des comparaisons un peu difficiles à faire. Il a été, c'était hallucinant. Aux États-Unis, tous les médias de sport n'ont parlé que de Wembanyama durant toute la semaine. Mais tous les médias de sport, ESPN a fait ça une, absolument tout le monde n'a parlé que de lui. Oui, c'est la draft, ce sera quand pour lui? Juin prochain. Ce sera la prochaine draft. Et il est annoncé déjà numéro 1. Donc, il sera numéro 1. D'accord. Il sera numéro 1. À part s'il se casse les 2 jambes, on l'espère pas, mais il sera numéro 1. Bon, mais on va suivre. En tout cas, c'est une bénédiction. Il est annoncé. Les parents étaient grands ou pas? C'est une question un petit peu idiote. Oui. 2m9 pour le papa, et 1m91 pour la maman. Bon, ben voilà, effectivement. Ben oui, c'est des grands qui font un grand et surtout un grand. Il faisait 2 mètres à 13 ans. Et Olivier disait qu'il était bien dans ses baskets et il peut, c'est du 55. Ah oui. Tu m'étonnes que t'es bien dedans. C'est un lit. Le tour de table de l'actualité. Encore 2 petites minutes et on vous donne la parole, Philippe, parce que vous, ce qui vous intéresse, c'est les affaires plutôt institutionnelles du sport français, notamment celles qui actuellement secouent le comité olympique français. Oui, alors par défaut, mais je trouve que c'est bien et ça illustre un peu cette transition qui s'est amorcée au niveau des instances du sport français. Malheureusement, on parle pas mal d'affaires en ce moment, que ce soit à la Fédération française de rugby, beaucoup à la Fédération française de foot autour de Noël Le Graët, et puis là aujourd'hui avec le CNOSF, d'abord après le départ du secrétaire général demandé par Brigitte Henriques, la présidente, qui était un élément important, qui contre-attaque et qui va a priori attaquer Brigitte Henriques. Brigitte Henriques qui annonce qu'elle se met en retrait quelques jours pour prendre du repos. Donc voilà, il faut rappeler que le CNOSF est quand même un élément central du sport français dans les enjeux de développement et la centralisation des fédérations, et qu'on est près d'un événement majeur, les Jeux 2024. Donc c'est une période très particulière pour le sport français et toutes ces affaires augurent pas grand-chose de bon. Alors voilà, je voulais juste souligner le fait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment au niveau des instances et que je pense que le sport doit amorcer vraiment une mutation au niveau des instances et puis coller à la réalité d'aujourd'hui et être vraiment dans des visions beaucoup plus démocratiques, parce qu'il y a quand même beaucoup d'acteurs du sport au niveau des institutions qui ont fonctionné un peu trop à la façon vieille école depuis longtemps, et puis aujourd'hui il y a vraiment besoin d'évoluer pour servir le sport français. Voilà, ben c'était effectivement une opinion et aussi un fait d'actualité important, même si le CNOSF a fait un truc de bien depuis un an, il a repêché les Girondins de Bordeaux. Voilà, c'est quand même pas mal. Et on le remercie. Et on le remercie. Voilà. On va se retrouver dans un instant, parce que dans un instant, une vie de rugby, le nouveau rendez-vous du MAG Sud Radio pour parler de rugby autrement avec Philippe Spanghero et un de ses invités. Aujourd'hui, ce sera Franck Ménel. Restez bien avec nous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Si Camille ne prend pas sa voiture pour aller à la boulangerie, ce n'est pas parce qu'avec son assurance auto Petit Rouleur Alliance, moins elle roule, moins elle paye. Non, c'est parce qu'elle n'a jamais su résister à un éclair au chocolat. Alors pour se donner bonne conscience, Camille va à la boulangerie à vélo. Avec les forfaits kilométriques Alliance, vous pouvez économiser jusqu'à 25% sur votre assurance auto. Et jusqu'au 31 octobre, jusqu'à 2 mois de cotisation offert sur l'assurance auto Alliance. 1 mois offert la première année et 1 mois la seconde sous réserve de la reconduction de votre nouveau contrat. Conditions sur alliance.fr.
qu'est-ce que tu fais? Je prépare mes pinceaux. Le 15e Festival international de l'aquarelle et du carnet de voyage revient à Aiguillon. Du coup, je me suis inscrite à un stage d'aquarelle. Du 9 au 23 octobre, Confluence, le Festival international de l'aquarelle et du carnet de voyage. Des dizaines d'artistes venus de plusieurs continents exposeront leurs créations. Au programme, animation, démonstration, stages accessibles à tous et en nouveauté cette année, expo de sculpture. Confluence du 9 au 23 octobre de 14h à 18h à Aiguillon dans le Lot-et-Garonne. Entrée gratuite. Info sur aquarelleaiguillon.com. Pour ceux qui aiment vraiment le foot, faites-vous livrer la Ligue 1 Uber Eats et la Ligue de BKT avec l'offre saison Prime Video à seulement 69 € au lieu de 99 €. Offre spéciale valable du 6 octobre au 22 novembre 2022 inclus. Non remboursable. Abonnement supplémentaire exclusivement pour les membres Amazon Prime. Envie de voyager et de parcourir le globe? Participez au grand tournoi Tour du Monde avec le Casino Circus de Barbotan. Une croisière de 30 000 € à gagner et plus de 35 bons voyages offerts par les établissements Circus. Du 15 septembre au 26 novembre, jouez sur nos machines gratuites et tentez de décrocher le gros lot. Plein de cadeaux à gagner. Infos et règlements du jeu au Casino Circus de Barbotan. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. Renault. 2012, Renault invente la voiture électrique pour tous. Aujourd'hui, Renault numéro 1 des ventes électriques en France entre dans une nouvelle ère avec nouvelle Renault Mégane E-Tech 100% électrique. 220 chevaux, soit 160 kW pour une sensation de conduite hors du commun et jusqu'à 470 km d'autonomie. Découvrez le renouveau Renault pendant les journées portes ouvertes du 13 au 17 octobre et profitez d'une nouvelle Renault Mégane E-Tech 100% électrique. Étude de septembre 2022 de AAA Data, voire conditions sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Canapé, fauteuil, décoration, c'est le grand déstockage chez Château d'Ax. Profitez de promotions imbattables jusqu'à moins 60%. C'est le moment de vous offrir le canapé italien de vos rêves à un prix exceptionnel. N'attendez plus, le grand déstockage Château d'Ax, c'est une fois dans l'année et c'est maintenant. Château d'Ax, fabricant de salons depuis 1948, dans la limite des stocks disponibles. Au moment où on a un sinistre, c'est là où l'assuré mesure pleinement s'il a un assureur en face de lui. À la Mutuelle de Poitiers Assurance, être présent en cas de sinistre, ça veut dire quoi? Le jour où il y a un sinistre, là on a besoin d'être assuré. Donc il faut qu'on soit présent. Être présent, être présent, être présent. Moi, quand je m'occupe d'un sinistre d'un sociétaire, c'est pas un numéro de dossier. On essaie au maximum d'être sur les sinistres, de se déplacer pour que l'assuré se dise ouf, j'ai vraiment le sentiment d'être accompagné, je ne suis pas un numéro une fois de plus. Mutuelle de Poitiers Assurance, votre assureur vous connaît et pour vous ça change tout. Sud Radio Sport, le MAG, François Trio. François Trio, toute l'équipe Sud Radio surtout pour être avec vous dans le MAG. Philippe Spanghero notamment. Philippe, nouveau rendez-vous, un invité, une vie de rugby en 3 mots, puisque Quentin Camalis me regarde avec des gros yeux. En 3 mots, c'est un rendez-vous qu'on aura 2 fois par mois pour aller à la rencontre des grandes personnalités qui ont fait notre sport et qui en sont pour moi des très beaux ambassadeurs de ces fameuses valeurs dont on parle tant et qui les ont transposées dans leur vie d'après-rugby, donc leur deuxième vie, voilà. Une vie de rugby avec Franck Ménel, entretien Philippe Spanghero, c'est parti. Sud Radio présente Une vie de rugby avec My Team Link, animateur de communauté, réducteur d'empreinte carbone. Salut Franck. Bonjour Philippe. Merci de nous accorder un petit moment pour revenir sur une carrière atypique, une vie particulière, une vie de rugby, j'ai envie de dire, parce que je ne pensais pas que tu avais commencé le rugby si jeune et je n'avais pas l'épisode sur lequel on reviendra tout à l'heure de comment tu arrives au Racing et finalement aussi tard. Alors, ma première question, elle est assez simple. Est-ce que tu te souviens de la façon dont tu arrives au rugby si tôt dans le village ou la ville dont tu es originaire en région parisienne à l'âge de 6 ans? Écoute, c'est assez surprenant. Je ne sais pas si tu as entendu parler d'un gars qui est un sociologue que je ne connaissais pas en tant que sociologue, mais que j'ai réappris à connaître, qui s'appelle Frédéric Lordon. C'est un gars qui est à l'origine des Nuits debout. Et c'est ce gars qui, avec qui je jouais quand j'étais petit dans la résidence voisine de la maison, qui interrompait nos escapades dans les carrières de Carrières-sur-Seine pour me dire non, cet après-midi et 4 fois dans les mois qui viennent, je vais regarder le rugby. Et c'est comme ça finalement que je suis devenu avec lui fan Crime de lèse-majesté. J'étais aussi fan du Pays de Galles des années 70 de
de Gareth Edwards, Phil Bennett, les frères, les Gigi Williams, JPR Williams, etc. J'étais aussi fan de cette équipe que de l'équipe de France. J'avais un vrai dilemme à gérer. Et puis, comme tous les mômes, après le match, tu descends te pourrir ton jean ou ton pantalon pour te faire engueuler par ta maman parce que t'as mis du verre sur les genoux. Et puis voilà, et puis tu vas dans le petit club du coin, tu découvres des gens merveilleux, simples, qui viennent du Sud-Ouest, bien sûr, parce que tous les clubs à Paris ont commencé avec des initiatives de gars du Sud-Ouest, hein, un petit peu comme les Anglais dans le monde entier. Et puis voilà, je joue dans un petit club, celui de Carrières-sur-Seine, avec mon maillot rouge. Puis mon entraîneur s'appelle Paletta, et son fils, lui, est assez doué, et puis part assez vite au Racing au moment où le club périclite. Et moi, je reste là, et puis voilà, jusqu'en junior, où j'ai la chance ensuite d'être boosté en équipe première. Je joue centre, parce que c'est le fils du président qui joue au numéro 10 de l'Orme. Et il y a un petit peu moins de cannes que moi, donc ils m'ont décalé un peu vers la droite. Et puis numéro 10, tu vois, c'était le fils du président, je ne pouvais pas toucher. Et c'est pour ça que quand j'ai pris mon petit sac, quand je prends mon petit sac en 1985 et que je décide d'aller moi-même au Racing, je mens à Robert, Papa Rambourg. Et je mens, je lui dis non, je joue ouvreur. Et alors que la plupart du temps, je jouais centre à Saint-Germain. Je rêvais de jouer ouvreur. Mon idole, c'était Barry Jones, Jean Gachassin, enfin, c'est les ouvreurs de cette époque-là. Et je rêvais de jouer numéro 10. Et donc, je baratine à Robert. Mais là, c'est déjà un premier moment intéressant parce que contrairement au parcours de joueurs un peu doués qui quittent leur club formateur, j'allais dire en junior, pour se révéler en équipe 1 dans les grands clubs, toi, tu concilies des études d'architecture et tu restes à Saint-Germain jusqu'à 24 ans. On sent que faire du rugby, ta vie, n'est pas une priorité du tout à ce moment-là. Il n'y avait pas de sergent à l'époque recruteur. Et c'est Yves Paletta, donc ce demi de mêlée, qui lui était au Racing, m'a dit « Tu devrais, viens, c'est bon, tu as 25 ans, tu as fini tes études, tu vas... Et viens, essaye quelque chose, quoi. Essaye quelque chose. » Et donc, c'est vrai, oui, j'ai pris mon sac un jour, et puis je me suis bien entraîné l'été, et puis je suis arrivé pour l'occasion d'un match gigot-haricot contre Sainte-Geneviève-des-Bois, qui est le match le plus important de ma vie, en fait, puisque c'est celui qui allait décider, non pas d'une place de titulaire, mais au moins d'entrer dans le groupe des 23 de l'époque. Tous les mecs rentraient du Pays Basque ou de la Côte d'Azur, tout bronzés avec du sable dans les pompes. Et puis moi, ça faisait un mois que je soulevais des bûches et que j'essayais de me préparer tellement j'avais la trouille de ce match-là. Et en fait, si tu veux, j'ai fait passer une après-midi catastrophique à mon ouvreur d'en face. Moi, je jouais ma vie sportive en tout cas. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé à convaincre Robert. Après m'être fait engueuler par Baptiste et Lagui parce que j'avais pris la position sur le terrain du numéro 10 et le mec m'a dit non, les gros, c'est là-bas. Tu vois, ça commençait déjà très vite. T'as compris que tu allais passer des moments particuliers avec cette bande-là. Et alors, après, tout s'enchaîne très vite parce que tu te retrouves en équipe de France quasiment un an après, jour pour jour, à quelques mois près, en novembre 86, première sélection. Et donc, ce qui est surprenant, c'est que je connaissais ta carrière internationale. 3 Coupes du Monde, une grande longévité pour cette époque-là, 56 sélections alors qu'il y avait beaucoup moins de matchs, mais je ne savais pas que ça avait démarré si tard. Donc finalement, tu as une longévité en équipe de France qui est assez exceptionnelle, qui démarre un an après que tu aies découvert le rugby de haut niveau finalement. C'est un truc de dingue. Quand j'arrive en équipe de France, Jacques Fourou me chope et me dit « Écoute, je t'ai vu jouer le match de sélection à Strasbourg contre les Blacks. Je t'ai pris pour une raison, c'est parce que tu m'as repris John Kirwan, qui était un grand joueur de l'époque des All Blacks. J'ai compris que tu étais un peu frustre techniquement. Je te prends pas en tant qu'ouvreur, je te prends en tant que joueur de rugby et on va essayer de construire. » Mais voilà, c'est le genre de mec avec qui tu pars d'abord en vacances et puis en Vietnam quand il te le demande. Ouais, c'est ce qui ressort de tous les joueurs qui ont croisé sa route. Je reviens sur le Racing. Est-ce que tout de suite, tu te dis que tu as découvert une deuxième famille là-bas, puisqu'on reviendra ensuite sur l'aventure? Écoute, au début, je savais pas du tout que j'allais tomber sur ces mecs étonnants, surprenants, irrévérents. Voilà, j'avais choisi le Racing en fait. Mais c'est pas une vanne. Hein. J'ai vraiment choisi le Racing parce que j'aimais la couleur de ce maillot. Tu vois, j'aurais pu aller au PUC. Et puis la chance fait, et tu as déjà commencé à le décrire, c'est que, comme disait un de tes oncles, dans le rugby, il n'y a pas que des cons, mais ils y sont tous. Je crois que c'est une phrase de Walter.
Et bien, il y a peut-être des cons partout, et même dans notre univers, mais globalement, t'as 8 mecs sur 10 qui sont des mecs assez exceptionnels, qui sont humbles, qui sont accueillants. Et moi, je viens me coller, si tu veux, à leur esprit d'équipe, à leur génie, à leurs initiatives, à leur façon de vivre. Et puis, pendant 1 an, 2 ans, je suis observateur. J'essaie de m'inscrire très doucement avec mes qualités de joueur dans leur groupe. Est-ce que du coup, ça te conforte, j'imagine, dans ta vie d'après, dans le fait de dire que c'est le groupe et cette façon de vivre ensemble qui crée la réussite finalement, puisque là, quand tu arrives, il y a une montée en puissance de ce Racing-là avec première finale en 87 perdue, et puis cette apothéose avec le titre en 90. Donc il y a de belles années sportives où vous agacez un peu le monde du rugby en assumant finalement un peu de provoque et de la com, mais qui finalement, je pense, était un truc d'émulation d'équipe qui n'avait pas vocation à être du chambrage. Non, jamais. Puis si tu veux, avant que l'équipe n'explose en 87, il faut savoir que cette équipe, elle prenait souvent, c'est la caricature, mais elle prenait souvent 40 points par match et des baffes. Et il a fallu quand même trouver une solution parce que c'était pas un plan d'avenir. Donc, si tu veux, pour les baffes, tu as Michel Tadjian et Jean-Pierre Jeunet principalement qui ont essayé de faire un petit bout de chemin et qui se sont finalement fait respecter au bout d'un moment parce que c'était 2 doudingues, aussi doux dans la vie que dingues sur les terrains, et on a eu besoin, nous, d'affirmer un petit peu une personnalité aussi. Et pour les 40 points, si tu veux, avec Jean-Baptiste Lafont et Éric Blanc, qui étaient également, et qui sont toujours 2 doudingues, totalement immaîtrisables. Il y a eu ce génie et cette décision qu'a pris Robert Paparamborde, ours béarnais, mais d'une finesse incroyable, qui, au lieu de dire aux deux dingues derrière, vous allez rentrer dans l'ordre, vous allez vous adapter au système de jeu de l'équipe, etc., et vous allez faire comme tout le monde, Robert, si tu veux, si je devais caricaturer, il a dit aux 13 autres, j'ai 2 génies derrière, vous allez vous démerder pour être extrêmement vigilants à leurs réactions et on va les laisser faire. Je vais faire la transition avec ta deuxième vie. Tu as parlé de la capacité d'adaptation que vous avez eue à ces 2 créateurs parce que c'était eux finalement les locomotives. Derrière tout ça, il y a quand même un niveau d'exigence forcément très élevé. Puis la passion, parce que on sent que c'est ce qui t'a quand même guidé toute ta vie. Alors juste pour refaire un peu l'histoire d'Eden Park, dans l'inconscient collectif, Eden Park, ça démarre en 90, au moment où vous arrivez jouer avec ces nœuds papillons, et on pense que l'idée part de là, mais en réalité, j'ai appris en travaillant un peu mes fiches, que finalement vous démarrez Eden Park 2 ans avant ça, en 88. Oui, en fait, si tu veux, on démarre à la suite de la première finale perdue contre Toulon, où tu as malgré tout à Paris, tu as un espèce de raz-de-marée médiatique autour de cet événement. Pas tant le fait qu'on ait perdu la finale, mais le fait qu'on ait joué avec des nœuds papillons et qu'on ait intéressé, si tu veux, une presse qui dépassait un petit peu la presse sportive. Et c'est vrai que tout le monde parle de ces étranges mecs qui ont joué une finale avec un nœud papillon. Et si tu veux, il y a eu un engouement autour de ce nœud papillon qui a été colossal, vraiment, qui a dépassé le cadre sportif. Moi, je me cherchais un petit peu professionnellement, j'étais en fin d'archi, je voulais partir en voyage parce que j'étais passionné d'architecture bois, d'assemblage, machin, mais j'étais quand même un peu retenu par le rugby déjà qui pointait le bout du nez. Entre-temps, il faut savoir, Philippe, que juste après la première finale du championnat de France, je saute dans l'avion pour aller jouer avec l'équipe de France et jouer la première Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande à Auckland. Et on perd en finale encore une fois, ça fait 2 finales perdues déjà. Mais quand tu pars en voyage comme ça avec tes rugbyman, tu mènes une vie un peu semi-pro, en tournée, tu vois, tu glandouilles quand même beaucoup, et donc je gamberge, je suis dans ma piole, je dessine, je réfléchis, j'appelle Eric, etc. Et je lui dis quand même avec ce nœud papillon pour essayer de faire quelque chose, etc. Puis ensuite on a commencé à réfléchir au positionnement haut de gamme, à l'historique bien sûr autour du rugby, à la qualité de nos produits, au fait que j'y connaissais rien en textile et qu'il fallait
Il allait falloir rentrer par la bonne porte pour essayer d'être compétitif. Et puis voilà. Et grâce au conseil, si tu veux, d'Alain Kézac, et puis à beaucoup de travail, comme tu l'as dit, parce que tu as raison, on insistait là-dessus. C'est pas un gros mot, le travail, quoi. Et alors, quand tu le transformes en passion, c'est plus facile. Mais effectivement, tu as raison, on a lancé la marque en novembre 88. Et je me souviens du premier tournoi des 5 nations à l'époque, où tu avais 15-20 bus qui montaient du sud-ouest et qui s'étaient super gentiment arrêtés à la boutique avant d'aller au parc. Mais voilà, c'est grâce aussi peut-être à nos conneries, à nos facéties, etc., mais aussi grâce au soutien de toute la communauté rugby qui est venue faire le premier achat. Donc je remercie incroyablement de toute façon toute la région du rugby, enfin tout le sud-ouest, et c'est pas de la flagornerie, c'est vraiment sincère. Moi je suis hyper fier quand on me dit mais Eden Park c'est pas une marque parisienne, c'est une marque de province. Je dis ouais, c'est une super marque de province, les gars, merci, et j'en suis très fier. Écoute, en tout cas c'est une magnifique réussite, et aujourd'hui avec le recul dans ta vie d'entrepreneur, est-ce que ta vie de joueur de rugby et ton regard de joueur de rugby t'a amené des choses en plus dans ton rapport à l'entreprise et ta façon de gérer l'entreprise? Écoute, tu sais, par rapport à toutes ces questions parfois qu'on me pose, et entre le lien qui peut exister entre le rugby et la vie professionnelle, c'est ma DRH qui vient de me quitter, je suis très triste, mais qui est venue un jour dans mon bureau en me disant écoute, je viens de recruter quelqu'un. Je ne sais pas très bien ce qu'elle va faire, mais je l'ai prise. Et là, je l'ai regardé avec des grands yeux, mais enfin, c'est dingue. Mais, écoute, c'est une belle personne. Voilà. Et le reste, elle va apprendre. Et ben, je pense que ça résume un petit peu ce dont j'ai pu hériter, si tu veux, du rugby et que j'applique à l'entreprise. Il y a franchement dans l'entreprise, il n'y a pas beaucoup de gens avec lesquels je ne m'entends pas. C'est pas à s'entendre avec Franck Ménel, hein. Ce sont des belles personnes. Le vivre ensemble, tu vois. Là, le parallèle avec le rugby, il est évident aussi. Tu mets des gens, des blancs, des verts, des juifs, des arabes, tu mets tout ce petit monde sur un terrain de rugby, et puis tu t'aperçois tout d'un coup que parce qu'il y a un peu d'engagement, parce que tu mets en danger l'intégrité physique des gens, tout le monde va s'entendre et tout le monde va trouver la solution. Ça, je trouve ça incroyable et merveilleux en rugby. Et dans la vie, dans la société, eh ben, cette harmonie, qu'on le veuille ou non, elle doit exister. Et l'harmonie, comment tu l'obtiens? Par quelques règles. Encore une fois, tu reviens au sport. En tous les cas, c'est tes valeurs profondes, c'est celles que tu t'es appliquées et qui aujourd'hui, force est de constater, ont fonctionné. Je finis en faisant une parenthèse sur la notion d'engagement qui pour moi est au cœur des grands enjeux de demain, et le rugby et le sport en général ont, je crois, un grand rôle à jouer dans notre société, et je crois que des gens comme toi qui ont connu le sport et qui aujourd'hui ont transposé ça pour venir parler de belles réussites humaines et entrepreneuriales ont un rôle important à jouer. Donc en tous les cas, merci de ta spontanéité, de ta générosité, je le répète, et merci à toi, Philippe. À très bientôt pour fêter les 40 et 50 ans d'Eden Park. Avec plaisir, merci Philippe, salut. C'était Une vie de rugby sur Sud Radio. Avec My Team Link, animateur de communauté, réducteur d'empreinte carbone. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. On veut toujours ce qu'il y a de mieux. Et le mieux, c'est quand on se sent bien chez soi. Quand en fait tout est bien, mais en mieux. Et oui, n'attendez plus, le mieux, c'est Cuisinella. Jusqu'au 29 octobre, bénéficiez jusqu'à 1 500 € d'avantages. Oui, 1 500 €. Alors rendez-vous vite en magasin. Cuisinella, Jusqu'à 1 500 € TTC d'avantages, hors pause, livraison sanitaire et électroménager. Voir conditions en magasin participant. Mathilde Rousseau a profité d'une super offre sur un aspirateur sans fil lors des ventes flash exclusives Amazon Prime. Mathilde, dites-nous ce que vous avez eu. Dites-nous ce que vous avez reçu. Et maintenant, tout le monde la trouve exceptionnelle. Mathilde, on veut savoir ce que vous avez acheté. On veut savoir ce que vous avez acheté. Dites-leur ce qu'il y a dans le paquet, Mathilde.
Les ventes flash exclusives Prime, c'est du 11 au 12 octobre, exclusivement pour les membres Amazon Prime. Voir prix et conditions sur amazon.fr/prime. TF1. Qui de l'équipe de Patrick Fiori, Kenji Girac, Louane ou Julien Doré remportera le trophée? The Voice Kids, la finale en direct, présentée par Nikos Aliagas et Karine Chéry, ce soir à 21h10 sur TF1, en association avec les Indes Radios. Renault. Vous les pros, vous devez sans cesse optimiser. Optimisez votre temps pour passer d'un chantier à un autre. Optimisez le chargement de votre matériel. Nouvel utilitaire Renault Kangoo Vanitech est fait pour vous. 100% électrique, jusqu'à 300 km d'autonomie, la meilleure de sa catégorie, et son ouverture latérale d'1,45 m Sésame ouvre-toi par Renault. Pour ceux qui ne s'arrêtent jamais. Découvrez nouvel utilitaire Renault Kangoo Vanitech 100% électrique pendant les jours Pro Plus du 3 au 12 octobre. Selon une étude interne comparative d'avril 2022, système d'ouverture de série selon version. Voir professionnel.renault.fr. Abri Sud. Le bonheur, c'est quand je suis sous ma pergola à Brie-Sud. Grâce à elle, ma pièce préférée, c'est mon jardin. Toit ouvert ou toit fermé, je profite de la vie en extérieur toute l'année. Voilà, c'est ça mon bonheur à Brie-Sud. Abri Sud. Le bonheur plein sud. Brutos, t'as souscrit un contrat prévoyance? Pas besoin. Brutos, plus grand gladiateur du monde. Oui, mais là, c'est quand même un tigre. Brutos, plus fort. Viens, Minou. Viens. Oh, Brutos, méchant Minou. Ne pas anticiper l'avenir, c'est du passé. Avec les offres prévoyance d'Aesio Mutuelle, mettez vos proches à l'abri en cas d'accident de la vie, d'invalidité ou de décès et bénéficiez d'une assistance renforcée. C'est ça, la mutuelle d'aujourd'hui. Informations et conditions en agence ou sur aesio.fr. Ça, c'est Zoé qui est devant la télé avec une grosse bronchite. Ça, c'est Zoé qui a pris des antibiotiques pour faire passer sa grosse bronchite. Et ça, c'est Zoé qui, n'a rien fait passer du tout. Parce que les antibiotiques, ça ne marche pas contre les virus comme celui de sa grosse bronchite. Oui, je sais, Zoé. Allez, courage, ça va vite passer. Les antibiotiques, bien se soigner, c'est d'abord bien les utiliser. Pour en savoir plus, rendez-vous sur antibiomalin.fr. Ceci est un message du ministère de la Santé et de la Prévention, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France. Merci d'écouter Sud Radio, il est 20h. Parlons vrai. On parle vrai en parlant sport jusqu'à 23h. Dans une heure, le match Toulouse-Clermont qu'on va vivre en direct et en intégralité. La suite du MAC dans un instant. On replante sur la Coupe du Monde féminine dont on va reparler dans quelques instants. Mais pour l'heure, un point sur l'actualité avec Valentin Bonjean. Bonsoir Valentin. Bonsoir à tous. En foot, on n'avait pas vu ça depuis le siècle dernier. Dimitri Payet a inscrit aujourd'hui son 100e but en Ligue 1. Son but et plus de 100 passes décisives à son actif dans l'élite du football français. Un palier remarquable qui a dû être difficile à célébrer. L'Olympique de Marseille s'est incliné tout à l'heure contre Ajaccio. Score final 2-1. Une défaite qui laisse Marseille en sursis à la 2e place du classement. À suivre ce soir, le Paris Saint-Germain qui se déplace à Reims pour le compte de cette 10e journée de championnat. C'est à 21h. Dans l'actualité également aujourd'hui, la grève reconduite dans les raffineries de Total Énergie. L'annonce aujourd'hui de la CGT qui poursuit la mobilisation pour obtenir une revalorisation salariale face à la hausse du coût de la vie. La conséquence se fait sentir. Plusieurs stations-service se retrouvent à sec, contraintes à la fermeture, 1 sur 5 environ. C'est dans les Hauts-de-France que la situation est la plus sensible. En Ukraine, les experts de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, ont les yeux braqués sur la centrale de Zaporijjia. La nuit dernière, suite à des bombardements, l'alimentation électrique du site a été complètement coupée. Des générateurs de secours ont pris le relais pour refroidir le cœur des réacteurs. Une zone de protection de la centrale pourrait être mise en place prochainement, d'après le président de l'AIEA, Raphaël Grossi. 2 fois plus de moyens pour la lutte contre les violences sexistes et sexuelles à l'université. Sylvie Retailleau, la ministre de l'Enseignement supérieur, a présenté au journal Le Parisien aujourd'hui son plan d'attaque pour endiguer le phénomène, alors que 14 000 jeunes seraient concernés chaque année. En 2023, 1,2 million d'euros vont être investis pour financer des initiatives de sensibilisation, de formation et de lutte contre ces violences. Et puis, c'est un record dans le petit monde des streamers francophones. Le youtubeur Squeezie, plus de 17 millions d'abonnés, a organisé aujourd'hui une course de Formule 4 sur le mythique circuit Bugatti du Mans. Derrière les 22 volants en piste d'autres vidéastes et streamers, l'expérience a été suivie en direct sur la plateforme Twitch par 1 million d'internautes. C'est du jamais vu en France. Voilà, c'est tout pour l'essentiel de l'actualité. Très bonne soirée à tous. Sud Radio Sport, le MAC, François Trio.
Le Mag Sud Radio, la suite après une vie de rugby avec Franck Ménel et Philippe Spanghero. Nos consultants qui sont toujours là, Olivier Magne bien sûr, Philippe Spanghero bien sûr. Voilà, c'était une première. On retrouvera donc 2 fois par mois, Philippe, un invité pour parler bien sûr de la carrière de ces personnages quand même qui jalonnent le rugby français. Voilà, celui de club, celui aussi de sponsor, de marque, puisque Eden Park, la marque de Franck Ménel, est également partenaire de l'équipe nationale et de bien d'autres clubs. Peut-être Olivier Magne, tiens, peut-être vous voulez réagir sur cet entretien, voilà, sur des personnages que vous avez croisés au début de votre carrière. Et puis voilà, c'est vrai qu'il y a plein de personnages au-delà même de Franck Ménel. Il y aura des présidents, il y aura des gens à part dans ce milieu. Ouais, j'ai fait évidemment de très belles rencontres et Franck Ménel en était une belle parce que j'ai joué contre Franck à mes débuts quand j'étais avec Dax et je me rappelle avoir joué contre le Racing à cette époque. Il m'avait félicité à la fin du match parce que j'avais marqué 2 essais, voilà, un peu avec un peu chanceux, mais il m'avait félicité quand même. Et je me rappelle que lors de mon premier match avec l'équipe de France, j'avais reçu un message, un texto, et c'était Franck Ménel qui me félicitait pour mes débuts en équipe de France. Et c'est le seul international, ancien international, qui me faisait cet honneur. Et je trouvais ça vraiment particulier parce que d'abord les félicitations, les félicitations d'un joueur comme lui que je ne connaissais pas, d'un homme que je ne connaissais pas. J'étais toujours surpris parce que je me situais à des années-lumière de la carrière d'un joueur comme ça. Mais en tout cas, je crois que ça m'a beaucoup encouragé, ça m'a fait énormément de bien pour la suite. Voilà, Franck Ménel, Philippe Spanghero, peut-être vous voulez ajouter quelque chose sur ce format d'entretien qui est fait aussi pour rappeler aux plus jeunes qui sont ces personnages dont on voit parfois soit les marques ou la photo dans le journal. Ouais, je crois que l'histoire est importante de façon générale et dans notre sport plus particulièrement. Alors voilà, c'est très chouette et je remercie encore l'équipe de me laisser ce petit créneau pour pouvoir faire ça. Donc en tous les cas, oui, je pense que c'est important. Et puis encore une fois, Franck Ménel, ça colle parfaitement à ce qu'a dit Olivier. C'est un personnage d'une élégance rare et qui porte haut les valeurs de notre sport. Donc c'était très agréable de pouvoir faire ça avec lui. Le prochain, ce sera une autre très très grande personnalité, une figure inspirante de notre sport qui est Jean-Pierre Rive. Donc c'est une grande chance de pouvoir échanger sur la vie de ces gens-là et le regard qu'ils portent sur notre sport. Promet, Jean-Pierre Rive, hein. Voilà. Et comment ils se sont nourris dans leur construction d'hommes, pas seulement de joueurs, de ces valeurs, de ce rapport au collectif. Je trouve que c'est intéressant et en effet, on va reparler en même temps de l'histoire de notre sport en remontant assez loin finalement. Oui. J'ai eu la chance d'entendre quelques passages du prochain épisode avec Jean-Pierre Rive. C'est passionnant, vraiment passionnant. Eh ben oui, bien sûr, Jean-Pierre Rive figure quand même du rugby français et bien sûr personnage atypique et carrière d'artiste aussi. Voilà, j'imagine Philippe que vous aborderez tous ces sujets. On va peut-être aller faire un petit tour du côté de Toulouse, Ernest Vallon, où nous attend Mathieu Dalzebo, parce que dans moins d'une heure, dans 59 minutes sera donné le coup d'envoi du match entre le leader toulousain et Clermont qui retrouve une forme, je dirais, olympique. Oui, bonsoir François. Effectivement, bonsoir à toutes et à tous. Clermont en forme olympique, mais qui a beaucoup tiré sur la corde, ce qui fait que le staff auvergnat a décidé de faire tourner copieusement son effectif. 12 changements par rapport à la dernière victoire contre Lyon, avec un score assez large en faveur des Clermontois, 43-20, et des jeunes joueurs issus du centre de formation qui vont faire leur première feuille de match face à une équipe toulousaine qui, vous l'avez savez bien sûr, a fait tourner avec succès la semaine dernière à Montpellier, qui va retrouver ses cadres Dupont, Gelon ou bien encore Ramos qui sera titulaire au poste de numéro 10, avec une première aussi à l'arrière pour Ange Capozzo. Donc c'est la grosse équipe du Stade Toulousain face des Clermontois qui ont pris le risque et le pari de faire tourner leur groupe pour venir ici défier le leader toulousain, qui a une bonne opportunité de prendre un peu plus le large à la première place du classement ce soir. Oui, Capozzo qui sera la nouvelle coqueluche de Ernest Vallon. On a déjà testé ça contre le Racing il y a 15 jours.
s'il fait un bon match ce soir, je pense que la bromance va monter en pression. Voilà. En tout cas, on suivra ça. Merci Mathieu, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Après les grands personnages, on va passer aussi aux grandes femmes de ce sport, bien sûr, parce que la Coupe du Monde féminine a débuté aujourd'hui. Alexandre Priam, elle a débuté dans l'hémisphère sud. C'est une première en Nouvelle-Zélande. La Coupe du Monde 2021 de rugby qui se joue en 2022 pour cause de pandémie. Et il y a eu les 3 premiers matchs et notamment la réussite du 15 de France, Alexandre. Ouais, une belle réussite, hein, même si ça n'a pas été tout à fait évident. Hein, et voilà, quelques observateurs estiment que c'était pas une victoire totalement convaincante. On aura le temps d'en parler. C'est quand même un succès bonifié, hein, 40-5, hein, avec de nombreux essais marqués par Sansus, Vernier, Boulard, Sansus une deuxième fois, Caroline Drouin et Johanna Griset pour clôturer. Dans les autres matchs, dans la même poule d'ailleurs que les Bleus, il y a eu un Fidji-Angleterre. C'était heureusement que c'était tard parce que pour le coup ça vraiment c'était un truc c'était orwellien, hein, 19 pour les filles, 1984. Oui, c'est très bien ça. Bravo François, 1984, référence au livre de George Orwell. Bravo. Alors celle-là est très très belle. 84-19 pour l'Angleterre face aux Fidji. Ça a été très 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 impressionnant. Un 61-5 en seconde période, hein. Voilà. Et puis enfin il y avait ce Australie-Nouvelle-Zélande. Le score est de 41-17, mais on retiendra presque plus l'ambiance qu'il y a eu dans ce match en Nouvelle-Zélande évidemment, et ce haka qui a été exceptionnel de la part des Black Ferns. Voilà, cette première journée, c'était à l'Eden Park d'Auckland quand même. Laura Di Muzio, hein. Bonjour, vous avez commenté ce match, en tout cas celui de l'équipe de France sur TF1. Bonjour Laura. Bonjour François. Merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Voilà, vous revenez à vos premières amours. C'est ça qui compte, c'est votre fidélité. Bien sûr, puisqu'on rappelle qu'avant d'être sur TF1 et chez nos amis de France 2, vous avez commenté pour Sud Radio la Coupe du Monde 2014 avec un certain Alexandre B. C'était mon premier match sur Sud Radio. Voilà. Non mais c'est vrai. Oui, Laura, c'est pour ça c'est pour ça qu'on le dit et qu'on en est fiers. Laura, on va bien sûr revenir sur cette première journée historique quand même, parce que cette première Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande est importante, mais concentrons-nous d'abord sur les Françaises qui ont remporté leur premier match, 6 essais à 1, 40-5, on va dire mission accomplie, même si tout n'est pas parfait, mais enfin elle est quand même accomplie cette mission, c'est ça l'essentiel. Oui, bien sûr, en fait le contrat a été pleinement rempli par les Françaises, mais on n'en attendait pas moins de leurs prestations, puisque elles avaient gagné l'année dernière les Sud-Africaines sur un écart à peu près similaire. Ce qui nous a un peu plus inquiété, c'est le contenu, parce qu'on a eu 20 très bonnes minutes au départ, un très bon quart d'heure à la fin et un petit passage à vide entre deux. Et on sait qu'elles en ont gardé un peu sous la pédale, et on espère en tout cas qu'elles vont gommer toutes les imperfections pour le choc de la semaine prochaine contre les Anglaises. C'est surtout ça le match qu'on attend. Là, elles étaient, on va dire, en situation de chauffe. Voilà, c'était effectivement une entrée en matière. Alors j'ai envie de faire un petit peu le tour des popotes là, notamment dans l'équipe Sud Radio. Qui était debout à 3h15 du matin? Olivier Magne, présent ou pas présent? Non, j'étais pas présent. Je pensais que vous sortiez en boîte de nuit et qu'au retour éventuellement vous pouviez regarder. Philippe Spinguero, on ne sait jamais, une insomnie d'un enfant, voilà, et clac, on allume la télé, ça peut arriver. Alors j'ai la chance que mes enfants dorment plutôt bien en ce moment, donc il n'y a pas eu d'insomnie et j'ai pas eu la force de mettre le réveil. Par contre, dès mon réveil, pour le coup, j'ai tout de suite eu le réflexe de regarder le résumé. Bon, ça c'est bien, vous en sortez pas mal. Alexandre Priam, vous, je suis sûr que vous êtes un fidèle, vous l'avez regardé. Ah bah oui. Ouais. Ah bah, je le dis honnêtement, j'étais devant TF1, voilà. J'ai vu qu'il y avait un petit souci avec le prénom de Madame l'arbitre, de Maggie, hein, plutôt de son nom. Ouais. Mais oui, j'ai tout à fait. Non, mais juste revenons sur la prestation des Bleus. Oui. Elle vous a rassuré ou elle vous a inquiété, vous, Alexandre? J'irai pas jusqu'à inquiéter. J'ai pas été totalement satisfait. Voilà, si je dois faire un peu la fine bouche, j'ai pas totalement été satisfait parce que trop de fautes, déjà beaucoup trop de fautes. 16 pénalités concédées par les Bleus. On le sait, hein, c'est beaucoup trop. Défensivement, j'ai trouvé la performance plutôt très correcte pour cette équipe de France. En
en touche 14 sur 16, en mêlée 8 sur 10, donc ce qui est quand même tout à fait correct. Mais j'ai plus été embêté par cet aspect-là de possession. On a eu je trouve notamment en première période, on était un petit peu timide, ballon en main. J'ai trouvé côté équipe de France, on n'a pas surdominé. Alors, est-ce qu'il fallait s'attendre vraiment à surdominer cette Afrique du Sud? Ça, c'est une autre question. Mais la possession était pas vraiment en faveur des Bleus. Par contre, l'occupation, 71%. Donc ça, c'est un point très positif. Ce qu'il faut corriger pour moi, c'est vraiment cet aspect de la discipline qui pourra coûter beaucoup plus cher face à des nations plus fortes. Oui, mais Laura Di Muzio, ce qu'on peut dire, c'est quand même que on va dire le choc athlétique était quand même là. Les Sud-Africaines ont donné du fil à retordre aux Françaises. Ah oui, clairement, elles ont vendu chèrement leur peau et on savait que c'était une équipe très physique et très dense en défense. Il y a eu de très très gros contacts et c'est vrai que les Sud-Africaines ont pêché plutôt sur le secteur offensif. Ils ont eu du mal à concrétiser leur temps fort. Mais de manière générale, en fait, sur cette première journée de Coupe du Monde, on constate que les favorites ont été un peu en difficulté, que ce soit les Françaises, les Néo-Z ou les Anglaises, tout en première mi-temps. Elles ont un peu subi, elles ont encaissé des essais, ce qui n'est pas forcément leur habitude sur des nations plus faibles. La Nouvelle-Zélande a été même menée à la mi-temps, ce qui était inattendu. Et donc voilà, il a fallu pour toutes ces équipes trouver leur marque. Et je pense qu'elles ne s'attendaient pas à être secouées de la sorte et ça va leur permettre de bien garder les pieds sur terre pour la suite de la compétition. À la fois, quand on voit le score de l'Angleterre 84-19, on a du mal à croire qu'elles ont eu des difficultés face aux Fidji, Laura Di Muzio. Oui, alors c'est vrai qu'elles ont déroulé sur la deuxième mi-temps, mais quand on regarde les 20 premières minutes, elles se mettent les ballons par terre, il y a des en avant, c'est imprécis, elles ciblent la même joueuse et du coup elles jouent des intervalles sur l'extérieur et les Fidjiennes en profitent. Et c'est inhabituel pour ces joueuses qui sont considérées comme les meilleures du monde et qui normalement rendent une copie parfaite. Donc c'est là où je dis qu'il a fallu qu'elles rentrent dans leur compétition. Et c'est la même chose pour les Néo-Z qui nous ont fait certes un cas magnifique et qui ensuite ont un peu foiré leur première mi-temps. Donc il a fallu se remettre la tête à l'endroit, même si je pense qu'on va retrouver ces trois équipes dans le carré final. Il n'empêche que toutes les équipes sont montées d'un cran par rapport aux dernières éditions des Coupes du Monde précédentes. Oui, tout à fait. Une Coupe du Monde, Olivier Magne, à l'Eden Park d'Auckland, qui débute par 3 matchs, qui fait le plein dans ce stade. Alors c'est vrai que si vous voyez des images de l'équipe de France, c'était en début d'après-midi heure néo-zélandaise, donc c'était encore clairsemé, mais le stade s'est rempli bien sûr pour terminer à guichet fermé. Est-ce que, enfin voilà, on peut souligner quand même la performance. C'est un record qui a été battu et c'est un succès aussi de ce rugby qui est en plein développement. C'est le rugby féminin est en plein développement, qui suit évidemment la tendance du moment dans le sport en général et le sport féminin. Donc on voit qu'à la Fédération française de rugby, il y a plus de 20% d'inscriptions de licences qui tient au rugby féminin. Je rappelle que sur les 9 millions de licenciés dans le monde en rugby, il y a 3 millions de femmes. Donc un joueur sur 3 est une femme. Et ça ne cesse d'augmenter chaque année. Donc c'est cet engouement à l'Eden Park avec voir un stade plein pour voir le rugby féminin, un rugby en plus qui est vraiment de qualité, auquel on prend de plus en plus de plaisir à regarder. Voilà, il est en plein essor et je pense que son avenir est plutôt intéressant pour la suite et ça risque d'être, je pense, peut-être le point essentiel du développement du rugby. Peut-être que plus que pour le rugby à 7, on fait beaucoup du rugby à 7 un support pour essayer de développer le rugby à travers le monde, mais je pense que le rugby féminin, le sport féminin en général, est un formidable développeur de talent et permettra vraiment de rayonner sur beaucoup plus de pays dans le monde. Vous parlez du 7, justement, on va en parler avec Laura Di Muzio, parce que Thomas Darac, le sélectionneur français, avait fait un choix, de celui de faire venir en Nouvelle-Zélande, d'ajouter à son groupe la settiste Johanna Grisé, auréolée de sa médaille de bronze à la Coupe du Monde du Cap. Voilà, c'était son premier match à 15 avec le 15 de France. Comment elle s'en est sortie? Est-ce que le pari est réussi? Alors oui, le pari est réussi. C'est vrai que quand la sélection est tombée, on avait été assez étonnés de voir Johanna Grisé intégrer le groupe puisqu'elle n'avait absolument pas participé aux différents matchs de préparation ni même au tournoi à destination en 2022. Et le pari est réussi, Grisé s'en est très bien sorti, très sollicité sur son aile et puis a terminé en beauté avec un essai suite à un coup de pied de droit.
Par contre, on sent encore qu'il y a des réflexes de Sétif qu'il va falloir corriger sur la suite de la compétition, notamment sur le placement et sur les montées défensives. Elle a tendance à monter très très fort et sur certaines passes en décalage, elle a dû récupérer en poursuite. Mais je pense qu'en tout cas, c'est une joueuse qu'il va falloir suivre, au même titre qu'une Chloé Jacquet qui a très bien fait la bascule entre le 7 et le 15. Grisier est en train de suivre le même chemin. C'est une joueuse qui a d'énormes qualités de vitesse et d'appui et qui n'ont pas encore été, je pense, exploitées sur ce début de compétition. Voilà, en tout cas, une entrée plutôt réussie. Est-ce qu'on peut dire que les stars, entre guillemets, de la discipline, la néo-zélandaise Woodman, l'anglaise Scarratt, qui étaient là aujourd'hui pour cette première journée, est-ce qu'elles ont répondu présent et est-ce qu'elles vont encore illuminer la compétition qui va durer encore 42 jours? Oui, je pense que clairement, toutes les stars enfin, entre guillemets stars, est-ce qu'il y a vraiment des stars dans une équipe de rugby? Je suis pas sûre que j'aime ce terme, mais oui, les cadres vont assurer. Bon, Woodman qui a mis 3 essais dans le match contre l'Afrique du Sud, mais c'est en fait très habituel pour cette joueuse qui est la serial marqueuse des Néo-Zélandaises. Scarratt, c'est tour de contrôle chez les arrières anglais, et encore, je trouve qu'elle était un peu timorée sur son match. Elle a beaucoup distribué, alors que c'est une formidable casseuse de plaquage. Donc c'est pareil, c'est des joueuses qui étaient très attendues, sur lesquelles du coup il y a beaucoup de pression défensive, au même titre qu'une Sensus chez les Françaises. Et elles vont monter en puissance tout au long de la compétition parce que c'est clairement des joueuses qui sont clés dans les dispositifs de leurs équipes respectives et sur lesquelles les sélectionneurs s'appuient énormément, notamment sur les matchs clés. Et je pense qu'on va assister à de très très beaux duels la semaine prochaine sur le France-Angleterre. Oui, ce sera samedi prochain à 9h pour ce match qui sera déterminant puisqu'il y a 3 poules de 4 équipes. Voilà, les 2 premières équipes seront qualifiées. Les 2 meilleurs 3e de ces 3 poules seront qualifiés, mais on fera un classement de 1 à 8 pour déterminer l'ordre des quarts de finale. Autant dire qu'il faut soigner à la fois les victoires, les bonus et également la différence de points. On peut dire que de ce point de vue, les Anglaises ont plutôt bien commencé avec leur 84 à 19. Est-ce que les Françaises devront se méfier ou pas des Fidjiennes, Laura Di Muzio? Ah oui, clairement, il va falloir se méfier de ces Fidjiennes qui disputaient leur première Coupe du Monde. Je trouvais qu'elles ont proposé vraiment un rugby très intéressant. Je les attendais pas à ce niveau, clairement, mais à coup de pas, je les ai sous-estimées parce que elles ont posé pendant une demi-heure de gros problèmes à une écurie anglaise qui déroule. Même les Galloises qui les ont jouées en match de préparation n'ont pas marqué autant de points que les Fidjiennes. Et je pense qu'il va falloir se méfier de ces joueuses, parce qu'en fait, ils n'ont rien à perdre, qui jouent des coups depuis leurs 22 mètres, qui tentent, qui sont très habiles balle en main, qui font mal aussi défensivement, puisque ce sont des grosses plaqueuses. Et je pense qu'en effet, il va falloir se méfier de cette équipe, au même titre en fait qu'il faut se méfier de cette équipe dans le circuit de rugby à 7, qui a surpris son monde depuis 4 ou 5 ans, et qui s'est imposé comme étant une très grosse équipe. Donc le rugby fidjien au féminin est vraiment en train de prendre un super essor. Laura, si on doit, parce que parfois, il y en a qui ont besoin de plus dormir la nuit. Si on doit se réveiller pour un match cette nuit, il y a États-Unis-Italie, il y a Japon-Canada et il y a Pays de Galles, Écosse, sur lequel il faut mettre le réveil. Pays de Galles-Écosse. Ah bah, clairement, si vous voulez entendre une magnifique voix qui est celle de François ou la mienne, Pays de Galles-Écosse, je pense que pour vous réveiller, ça va être magnifique avec votre petit croissant. Sinon, 6,45, ça va moi j'aime beaucoup le Canada. Je trouve que c'est une nation qui est peu connue à 15 et qui mérite d'être découverte. Donc si jamais quelques minutes pour le Canada et après bien entendu le Pays de Galles-Écosse, mais surtout pour les personnes qui commentent. Ouais, bien sûr. Voilà, merci en tout cas Laura. Reposez-vous bien, parce qu'il va falloir se lever tôt. Et en tout cas, elle est bien lancée cette Coupe du Monde féminine, la 9e du nom. On rappelle que les Françaises ont atteint 7 fois la demi-finale et qu'elles ont été 6 fois 3e. Donc voilà, elles n'ont jamais atteint la finale. Et c'est peut-être cette année, tiens, à l'Eden Park, ça vous rappelle quelque chose? Peut-être Olivier Magne, l'Eden Park, il y a eu 2 finales de Coupe du Monde à l'Eden Park et 2 fois il y avait les Français. Ah. Oui.
Olivier, il a le micro fermé. Oui, il a le micro fermé. Ah là, carton bleu. Il y avait les Français. J'ai donné la réponse dans le micro. Il y avait les Français. Ouais. Bon, vos voisins sont contents, mais en tout cas, les auditeurs sont contents de l'apprendre. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai que un formidable en 87, avec un formidable troisième ligne, Michael Jones, qui est statufié de son vivant devant l'Eden Park. C'était effectivement une finale mythique, mais que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Merci Laura, à très vite bien sûr. Merci sur l'antenne de Sud Radio, et puis bien sûr cette Coupe du Monde féminine que l'on suit aussi sur Sud Radio. On suit sur Sud Radio Alexandre Priam, bien sûr le top 14, 21h05 Toulouse-Clermont. On va rapidement monter dans l'avant-match, retrouver Mathieu Dalzovo d'ici quelques minutes pour présenter ce match entre Toulousains et Clermontois, mais on suit également la Pro D2 qui a repris hier sur l'antenne de Sud Radio, comme chaque vendredi soir, Alexandre. Oui, dans quelques minutes, on recevra le président du SUA, Jean-François Fontenot, mais on peut faire les résultats si tu veux, François. On est parti, c'était une façon de te lancer. Oui, mais comme il y a bientôt la pause, c'est pour ça. Je ne savais pas si on pouvait. Non, ça c'est moi qui pilote, t'inquiète. Avec Jean-François. Donc, les résultats de cette 6e journée de Pro D2 avec le succès. Alors celui-là, il était quand même aussi au rayon des succès complètement dingue. Et il y a eu celui de Biarritz à Montauban, 46-32. 46-32, c'était jeudi. Ensuite, autre succès à l'extérieur, celui de Colomiers à Béziers. Rappelez-vous, Alain Carré l'avait annoncé que Colomiers allait tout tenter pour s'imposer à Béziers. Ça a été fait avec un drop magnifique de Romuald Segui, puis une pénalité à plus de 50 mètres. Autre succès à l'extérieur, c'est une surprise, celui de Massy à Carcassonne, 20-17 pour les Massicois. On a de l'inquiétude pour les Carcassonnais qui sont pas très bien depuis le début de la saison. Match nul entre Aix-en-Provence et Oyonnax, 19-19, et puis des succès à domicile pour Nevers face à Rouen, 27-17, pour Vannes face à Grenoble, 26-10. Bon succès des Morbihanais qui sont leaders de Pro D2. Mont-de-Marsan a eu peur, vraiment face à Soye-Angoulême, et a même été mené une grande partie du match avant de s'imposer 34-26. Et puis on en parlera dans un instant. Agen a battu Aurillac avec le bonus offensif, 43-20. Le classement: Vannes, Mont-de-Marsan, Oyonnax, Colomiers, Grenoble, Agen, Biarritz, Nevers, Rouen, Aurillac, Béziers 11e, 12e Montauban, Aix-en-Provence, Soye-Angoulême, Massy et Carcassonne, Lanterne Rouge. Agen dans les 6, on va en parler dans un instant avec son président Jean-François Fontenot. Restez bien avec nous sur Sud Radio. C'est l'invité Pro D2 ce soir avec nous. Restez bien sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. On m'avait dit qu'on pouvait pas évoluer dans le BTP. 5 ans plus tard, je suis conductrice de travaux. On m'avait dit que c'était difficile de travailler dans le BTP, mais chaque projet est un nouveau défi que je relève avec fierté. On m'avait dit que le BTP n'était pas un secteur innovant. Pourtant, chaque jour, je rénove et je construis avec des matériaux plus écologiques. Sortons des clichés et construisons maintenant le monde de demain. 300 000 postes sont à pourvoir dans les métiers de la rénovation énergétique et du bâtiment. Vous aussi, trouvez votre nouvelle voie sur france-rénov.gouv.fr/recrutement. Ceci est un message du gouvernement. Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. Ne ratez pas le dernier épisode de la saison ce vendredi, seulement sur Prime Video. Le mal ne dort jamais, il patiente. Le moment tant redouté est venu. L'heure a sonné. Notre ennemi a bien des noms. Sauron est réellement de retour. Ne ratez pas Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. Dernier épisode de la saison ce vendredi, seulement sur Prime Video. Sud Radio Foix. 103.7. Sud Radio. Si Camille ne prend pas sa voiture pour aller à la boulangerie, ce n'est pas parce qu'avec son assurance auto Petit Rouleur Alliance, moins elle roule, moins elle paye. Non, c'est parce qu'elle n'a jamais su résister à un éclair au chocolat. Alors pour se donner bonne conscience, Camille va à la boulangerie à vélo. Avec les forfaits kilométriques Alliance, vous pouvez économiser jusqu'à 25% sur votre assurance auto. Et jusqu'au 31 octobre, jusqu'à 2 mois de cotisation offerts sur l'assurance auto Alliance. 1 mois offert la première année et 1 mois la seconde sous réserve de la reconduction de votre nouveau contrat. Conditions sur alliance.fr. Mano Mano. En ce moment, pour faire des économies d'énergie, le bon réflexe, c'est de changer de chauffage. Ou bien de mettre un pull. Sur manomano.fr, retrouvez plus de 4000 produits pour baisser vos factures d'énergie. Comme les pompes à chaleur, les poêles à bois ou à granulés. Et aussi plein de conseils et services pour se lancer dans la rénovation énergétique. Par contre, pour le pull, c'est pas chez nous. Mano Mano. C'est tout de suite plus facile avec manomano.fr et son appli. Bricolage, maison, jardin, manomano.fr, vous pouvez le faire.
Sud Radio Sport, le MAG, François Trio. Le MAG pour parler de toute l'actualité, celle du rugby, de la Pro D2. On va remercier Philippe Spanghero qui était avec nous jusqu'à maintenant et qu'on libère. Philippe, à très vite sur notre antenne, bien sûr. Et bien sûr, ce soir, vous serez à l'écoute de Sud Radio pour ce Toulouse-Clermont. Olivier Magne est toujours avec nous et on est heureux d'accueillir notre invité Jean-François Fontenot, président d'Agen. Bonsoir Jean-François. Bonsoir à tous les auditeurs. Ouais, merci d'être avec nous en direct. Agen dans le top 6 de la Pro D2. Agen qui remporte une victoire bonifiée face à Aurillac. Plutôt un bon week-end pour Jeff Fontenot et tout le club d'Agen. Oui, un bon week-end qui était marqué évidemment par cette inauguration de notre nouveau stade, nouvelle Armandie, nouvelle tribune Ferras. Bon, c'était un moment plutôt émouvant, pratiquement 11 000 supporters, donc une ambiance assez incroyable. Donc il fallait que la fête soit réunie, soit remplie complètement. Et donc voilà, donc match plutôt sérieux et abouti de l'équipe. Donc c'était une belle soirée comme nous l'attendions depuis quelques temps d'ailleurs. Ouais, on va parler du stade, on va revenir après sur la partie sportive. C'est quand même un peu entre guillemets votre bébé. Voilà, ça n'a pas été facile de réunir, on va dire toutes les énergies pour faire de ce stade un stade plus moderne, qui est ce stade mythique d'Armandie. Oui, je crois que là on a un véritable outil qui va nous permettre de pouvoir évidemment accueillir des événements sportifs et rugbystiques de haut niveau et ceux de notre équipe et puis bien sûr aussi pouvoir utiliser ce stade dans d'autres conditions puisque c'est source, comme vous le savez, de recettes indispensables et ça fait partie des modèles économiques des clubs aujourd'hui. Mais ce qui est certain, il a fallu bien sûr convaincre, ramener, je dirais, tout un tas de ressources là aussi, d'énergie, des institutionnels, la mairie d'Agen aussi qui est quand même très présente sur ce dossier et j'en profite pour remercier son maire qui est un supporter évidemment historique du club et qui véritablement a poussé dans des périodes qui n'ont pas été toujours faciles comme vous le savez François. Donc malgré tout nous y sommes arrivés. Voilà, on peut le citer, le maire Jean-Dionys du Séjour, on est d'accord ? Absolument, c'est bien lui. Voilà, ben on le salue en tout cas et c'est vrai qu'il faut cette énergie aussi pour créer ces outils qui permettent le financement et de pérenniser un peu le modèle économique des clubs. Alexandre Priam, question pour Jean-François Fontenot. Oui, je reviens, Jean-François, sur ce que vous veniez de dire à l'instant, là, sur le stade et sur cette nouvelle économie du rugby. On le sait, Agen a sa place en top 14, est un club de top 14. Est-ce que sans ces rénovations-là, sans cette grande modernisation d'Armandie, Agen n'était plus un club de top 14 ? Oui, moi, je suis à titre personnel persuadé. Depuis maintenant plusieurs années, j'ai pris la présidence du club il y a maintenant 6 ans totalement. Bon, j'en suis l'actionnaire majoritaire et j'espère que je vais pouvoir rassembler autour de moi, je dirais, beaucoup là aussi, encore une fois, de sympathisants et d'amoureux de ce club pour essayer d'amener une nouvelle dynamique, écrire une nouvelle histoire. Mais il fallait commencer par un outil sportif. Et donc, finalement, c'était pas forcément ce qui était prévu initialement et nous sommes dotés d'un outil, je pense aujourd'hui, de très haut niveau et qui, bien sûr, séduit les joueurs lorsqu'on les recrute, permet de travailler dans des conditions optimales, permet effectivement d'avoir un suivi du joueur, un bien-être qui est aujourd'hui indispensable et surtout qui vient, je dirais, appuyer véritablement notre formation qui reste, comme vous le savez, notre colonne vertébrale, notre ADN. Donc véritablement aujourd'hui, je pense qu'on est doté d'un outil qui n'a rien à envier me semble-t-il, au plus grand club de top 14. Olivier Magne, pour le président agenais Jean-François Fontenot. Oui, président. Une question. C'est vrai qu'aujourd'hui, tous les stades et tous les clubs qui veulent évidemment accueillir du public, accueillir des partenaires se doivent d'avoir des installations de qualité. Moi, je reviendrai sur une question plutôt sur le sportif. Je fais la transition, François, pardon, mais qu'est-ce qui a changé là depuis quelques temps à Agen ? C'est vrai qu'on a connu des périodes difficiles. Comment s'est opéré le changement et quels ont été les leviers finalement qui ont permis ce changement d'ambiance générale ?
sans refaire l'histoire et de façon plutôt assez transparente et très vite. En l'espace de 3 ans, 3 saisons, nous avons perdu une vingtaine de joueurs qui étaient des joueurs formés au club, qui étaient sortis du cadre sport, donc avec une sécurisation du contrat lorsqu'on est en contrat sport, comme tu le sais Olivier. Et donc à ce titre, ces joueurs donc, qui étaient en fin de contrat sont partis pour jouer d'ailleurs dans les plus grands clubs du top 14, ce qui est normal avec évidemment des intérêts à la fois sportifs mais aussi économiques, il ne faut pas se voiler la face. Et donc face à tous ces joueurs qui représentaient donc une identité, une colonne vertébrale, et qui globalement donc avait effectivement des connexions aussi entre eux, évidemment ça a créé, je dirais, une rupture assez brutale que l'on n'a pas pu combler, alors à la fois économiquement, n'ayant pas peur des mots, et avec finalement peut-être un trou de génération par rapport à notre formation. Et je l'ai senti arriver très vite, mais néanmoins il a fallu garder le cap. Finalement, on a gardé aussi un cap économique parce que, comme on en parlait tout à l'heure, il a fallu réunir toutes les énergies, comme le disait François, pour ce nouveau stade. Mais le club, lui, porte à son niveau 8 millions d'euros d'investissement. Donc c'est bien un outil public-privé. Et véritablement, si nous avons pu le faire, alors grâce au soutien des banques pour une partie de la somme en question, mais grâce aussi à nos fonds propres et à la façon dont on a géré ce club durant maintenant 6 ans, en faisant plutôt de bons résultats et en rassurant bien sûr le tissu économique. Ça aussi c'est important, on ne le voit pas parce qu'évidemment dans le sport, ce qui compte bien sûr c'est le résultat et c'est le fait de gagner des matchs, mais néanmoins ça nous a quand même permis de pouvoir aller au bout du processus. Et donc je pense qu'on a digéré un peu cette partie-là et je dirais le départ de ces joueurs, et aujourd'hui effectivement les choses se mettent en place tout en intégrant quand même aussi des jeunes joueurs, et ça a été la volonté de Bernard Gouta qui correspond à notre philosophie et à ce que l'on souhaitait, moi ce que je souhaitais à titre personnel, avec une intégration de 15 à 20 jeunes joueurs qui se sont aussi entraînés avec l'équipe, qui ont fait la préparation avec l'équipe, ce qui nous a peut-être aussi un peu pénalisé parce que ça veut dire que quand on s'entraîne à 50, vous le savez François, Olivier, c'est plus compliqué, il faut plus de temps, donc il faut digérer tout ça. Et ce qui traduit aussi peut-être notre premier bloc qui a été un peu laborieux, mais néanmoins nous pourrions peut-être avoir 6 victoires, puisqu'on perd 2 matchs d'un point comme vous le savez, avec quelques contestations à la clé, je ne reviendrai pas dessus, et puis un autre contre Grenoble où aussi on a une situation qui est un peu, voilà, qui nous défavorise. Mais bon, c'est comme ça, c'est le sport, et on espère que les choses vont basculer du bon côté, mais toujours est-il que voilà, on est loin sans être loin, et effectivement on sent bien que les choses se mettent en place, et l'outil est en place aujourd'hui. Je le rappelle, je le disais tout à l'heure, la partie sportive, la partie haute performance sportive est aujourd'hui opérationnelle depuis le mois de mars. Cette équipe, elle a passé 2 ans dans un stade en travaux avec des vestiaires un coup, sans vestiaire, avec de l'eau froide, de l'eau chaude. Bon, je ne vais pas faire le lien avec nos amis Biarro que nous rencontrons la semaine prochaine. Mais toujours est-il que ça a été compliqué avec des joueurs qui se changeaient quelquefois chez eux, qui arrivaient en tenue. Alors, même si ça modifie pas forcément la qualité d'un joueur, mais on sait très bien qu'à un certain moment, surtout dans une période un peu particulière, il faut des structures, il faut des bases, il faut des choses qui soient un peu solides. Donc je pense qu'aujourd'hui, me semble-t-il, on a des choses qui sont réunies. Donc on verra ce que donnera évidemment les résultats sportifs. Non, mais cet environnement-là, il pèse quand les résultats suivent pas ou sont un peu plus aléatoires. C'est vrai que ça aide aussi d'avoir un outil performant, pour essayer de retrouver le chemin de la performance aussi sur le terrain. On a l'impression quand même qu'il y a une vraie entre guillemets osmose entre Bernard Gouta, vous et aussi la culture à Genèse. Et ça colle. Vrai ou faux, Jean-François? Vrai, c'est vrai que Bernard est quelqu'un d'entier. Lorsque finalement le choix a été fait, il a accepté. Ça a été compliqué dans le contexte qui était le sien de venir. Bon, véritablement, on avait vraiment connecté. Donc, j'avais à titre personnel senti qu'il correspondait vraiment à l'identité à Genèse et à ce dont on avait besoin, avec aussi une expérience quand même de grand club et puis une expérience, bien sûr, de joueur, je ne reviens pas dessus, et puis un état d'esprit, mais quelqu'un aussi qui a pris beaucoup de hauteur,
qui est aussi dans une logique un peu d'organisation. Et c'est vrai qu'effectivement, il avait vraiment le profil ad hoc. C'est vrai qu'aussi, j'avais eu des contacts, des échanges avec Richard Dourte aussi, qui a un charisme et une énergie aussi importante, donc qui était aussi dans un registre qui pouvait avoir du sens. Mais c'est vrai que l'expérience de Bernard était significative, et véritablement on a vraiment connecté. Ça a été dur, on a traversé des moments très compliqués. On l'a d'ailleurs encore vu contre Aurillac, où effectivement on fait un très bon début de match, on marque très vite, on prend l'ascendant et puis on prend un essai casquette, et là pendant 15-20 minutes l'équipe pas bien, on sent un peu je dirais les remuques du passé là, avec effectivement des choses qui peuvent se déliter très vite, et puis bon, finalement après voilà, la machine s'est mise en route, et on sent bien que bon, il y a quand même du potentiel dans cette équipe face à une équipe d'Aurillac qui est quand même jamais facile à manœuvrer, comme vous le savez tous. Alexandre Priam pour Jean-François Fontenot. Oui, quels sont les secteurs, justement, on parlait du jeu, Jean-François, quels sont les secteurs où vous estimez que Agen a une forte marge de progression ? Ce que je disais en préambule, Bernard répondrait mieux que moi à cette question, mais bon, ce qui est certain, on sait que vous aimez bien le terrain, vous regardez beaucoup les matchs. Oui, c'est vrai aussi. Mais c'est vrai qu'effectivement, comme je le répétais, le choix a été fait de faire une préparation avec 50 joueurs, des jeunes joueurs qui sont talentueux, mais qui ont besoin de progresser, qui seront peut-être, je dirais, introduits par petites touches à l'occasion de matchs. Et donc, tout ça, évidemment, fait perdre un peu de temps, mais pourra en faire gagner beaucoup après. Et vous savez, en Pro D2, les saisons sont longues. Il y a des moments un peu compliqués, des saisons hivernales qui sont aussi difficiles. Donc, il faut avoir une profondeur de banc, il faut avoir des joueurs qui puissent rapidement donc intégrer le groupe pro. Donc, je pense que ça, véritablement, c'est une stratégie qui sera une stratégie payante. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez noté, mais à l'occasion de notre match contre Aix-en-Provence, que nous avions gagné sur ce premier match, on a fait jouer, Bernard a fait jouer en fin de match, les 20 dernières minutes, un jeune talonneur de 18 ans, ce qui est quand même très rare dans le Money Time. Enfin bon, donc ça veut dire que voilà, il y a un certain moment des choix qui sont faits, qui à mon sens seront payants. Oui, Agen a 2 points du leader, faut-il le dire. Vannes et Mont-de-Marsan 18 points, Agen 6e avec 16 points. Elle est compacte quand même, cette Pro D2. On a l'impression qu'il y a moins de... Est-ce que c'est encore trop tôt, Jean-François, ou elle est encore plus homogène ou plus compacte que les saisons précédentes ? Alors, je pense qu'effectivement, elle est beaucoup plus homogène que les saisons précédentes et compactes, comme tu l'évoquais, François, parce que bon, déjà, les budgets se sont bien resserrés, premier point, et ce qui est important, et surtout, bon, vous savez, le budget le plus important dans un club, c'est la masse salariale joueur, et donc ces masses salariales joueurs aujourd'hui, elles sont pour 7 ou 8 clubs très proches. Et donc ça, déjà, c'est un juge de paix. Alors bien sûr qu'il y a des situations parfois qui mettent en évidence que l'argent ne solutionne pas tout. Mais néanmoins, c'est quand même évidemment un argument. Donc ça veut dire que là, il y a des efforts qui ont été faits. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de technicité, de plus en plus de technicité et de plus en plus de préparation. Les outils, Olivier le rappelait tout à l'heure, des outils performants. Donc tout ça amène évidemment à me semble-t-il, des matchs plus serrés. Et je pense que quand même, sur les 2 premiers blocs, ça va encore batailler. Et puis, je crois que quand même, il va y avoir des choses qui vont se décanter. Et puis ensuite, il y a des équipes, comme c'est notre cas, qui, sur les 2 premiers blocs, vont jouer seulement 2 matchs sur leur terre. Donc, quelque part, il va y avoir après, je dirais, des matchs retour qui seront peut-être différents, qui vont amener évidemment des moments qui ne seront pas les mêmes. Mais c'est aussi à prendre en compte. Nous concernant, on a un joli bloc qui nous attend. On va en parler. Il y a le déplacement à Biarritz, Jean-François, qui sera évidemment sur Sud Radio vendredi prochain. Il y aura ensuite encore un autre déplacement, pas très loin, mais à Mont-de-Marsan, c'est le jeudi 20 octobre. Et puis ensuite, la réception de Vannes. Rien que pour les 3 prochains matchs, déjà, ça promet. Quel est sur les 3 prochains matchs, quelle est votre ambition comptable, Jean-François Fontenot, si vous en avez un? 15 points. C'est ça 15 points, pardon, 15 points. Ouais. J'avais oublié les bonus.
Alors, si je peux faire tellement de pronostics, bon, ce qui est certain, c'est que sur le premier bloc, nous avons joué 3 fois à l'extérieur, on a gagné 2 fois et perdu d'1 point à Montauban dans des conditions sur lesquelles je ne reviendrai pas. Donc, on est peut-être plus mieux à l'extérieur que chez nous, puisque sur nos 2 matchs que nous avions joué chez nous, nous avions perdu les 2 points et 3 points. Donc je sais pas, c'est vraiment compliqué parce que effectivement Biarritz est une belle équipe, elle l'a prouvé, nous semble-t-il encore avant-hier soir plutôt, et puis Mont-de-Marsan, vous le savez, c'est quand même entre guillemets un peu l'ogre de la compétition. Bon, on a beaucoup de choses à se faire pardonner s'agissant de Mont-de-Marsan, donc comptez sur nous pour qu'on soit quand même très présent à cette occasion. D'accord, on a compris que Mont-de-Marsan s'était coché sur le calendrier. La semaine dernière, Alain Carré nous disait que l'objectif c'est de gagner à Béziers, ils l'ont fait. Donc voilà, ça peut porter chance. Vous nous dites aujourd'hui que vous voulez gagner à Biarritz, vous allez gagner. Voilà, il faut se lâcher, Jeff. Si tu dis un pronostic, même avec le bonus offensif, ça peut arriver. Voilà, Sud Radio fait des miracles. Bon. Je vais attendre avant de me lancer dans ce genre de choses. Allez, on comprend bien. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Jean-François. Tiens, un petit prono Toulouse-Clermont ce soir, à vivre bien sûr sur Sud Radio ce match. Comment tu vois les choses? Alors, sincèrement, je vois plutôt les Toulousains, mais j'ai été impressionné par les Clermontois. Donc, je ne ferai pas une réponse de Nordon. Je dirais plutôt Toulouse, mais attention. Une réponse de Lot-et-Garonnais. Toulouse, mais attention. Bon, merci Jean-François Fontenot d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. Toujours un plaisir. Et bravo quand même pour ce nouveau Armandie et aussi de maintenir le vaisseau du rugby à Agen, toujours quand même dans l'élite. Voilà, même si c'est la Pro D2, c'est quand même toujours un beau travail et on le suit avec intérêt sur Sud Radio. À très bientôt, Jean-François, sur l'antenne. François, merci à vous tous.